Salut à tous. Salut. Bon, petit épisode, on en discute, et on discute de quoi aujourd'hui? On va discuter de l'ADCC 2022, qui a eu lieu donc ce week-end, donc la nuit de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Très très dur pour ceux qui travaillent le lundi d'assumer ces deux nuits d'ADCC, mais ça vaut le coup. L'ADCC, donc voilà, 2022, on attendait quelque chose d'extraordinaire. Et ben ça a tenu toutes ses promesses. Bon, moi j'ai vu la plupart des fights, puisque bon j'ai vu les fights qui étaient proposés par Flow Grappling, même si je n'ai pas Flow Grappling. Toi tu as vu le super fight? Moi j'ai rien vu. J'ai vu le super fight et je vais me taper les combats là bientôt. Donc, tranquillement. Donc il va les découvrir un petit peu à travers le podcast aussi avec moi. Bon, de toute façon on va parler de plusieurs sujets, donc peu importe que tu aies vu en fait tous les combats, puisqu'on va parler du super fight dans un premier temps, parce que c'est impossible de parler de tout de toute façon, sinon on ferait pas un podcast d'une heure, mais un podcast de 2 jours vu le fait qu'on soit déjà des pipelettes. Donc voilà, donc on va parler du super fight. Je vais parler des moments qui m'ont marqué positivement ou négativement, et on pourra parler autour de ça. Et il y a un débat là qui a pointé le bout de son nez sur les réseaux sociaux. On va en discuter un petit peu suite à cette ADCC. Est-ce que Gordon Ryan est le GOAT ou pas? Ouais. Donc on verra ça à la fin du podcast. Commençons déjà par s'excuser parce que je vais bâiller énormément, je suis épuisé les amis, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire en sorte que ça s'entende pas trop et que ça nique pas trop le podcast. Et on va continuer aussi en commençant par un petit peu d'histoire. Donc, qu'est-ce que l'ADCC? Comme ça vous fera un petit peu de culture générale. C'est l'Abu Dhabi Combat Club. Donc ça, bon, c'est pas trop compliqué, ADCC. Ça a été créé en 98. Et le premier s'est fait à Abu Dhabi effectivement, et c'est un événement qui a lieu tous les 2 ans. Qui a lieu tous les 2 ans maintenant. Parce qu'à l'époque ça avait lieu tous les ans de 98 à 2001. Alors c'est Tahnoun bin Zayed Al Nahyan qui découvre le MMA et l'UFC lors de ses études aux États-Unis, et qui en rentrant donc à Abu Dhabi va convaincre son prof de JJB Nelson Montero Jr. de créer l'ADCC avec lui. Donc il commence effectivement de 90, enfin à partir de 98. 98-2001 c'est tous les ans, et depuis 2003 c'est tous les 2 ans. Donc voilà. Et c'est en 2005 qu'il y a eu l'ajout des catégories féminines. Donc des 2 catégories féminines. Voilà pour le peu d'histoire, un petit peu d'histoire de l'événement. Comment on pouvait regarder la DCC? Pour ceux qui se posaient la question, il y avait 3 moyens. Le premier, c'était soit de se payer Flow Grappling. Le deuxième, c'était d'avoir un site de streaming. Ça, c'était mon cas. Et le troisième, ce qui a été aussi un petit peu mon cas, c'était de connaître Tayeb, qui a filmé le live gentiment avec son téléphone, et qui a partagé ça sur sa page sur Facebook du JJB. Exactement. Donc ce qui permettait de voir l'événement, et ça c'est très bien. Ce petit partage là il fait du bien, parce que c'est un événement comme je disais qui est le plus gros événement de grappling au monde. C'est les meilleurs de chaque catégorie qui se qualifient. Il y a 2 manières de venir, d'y être, c'est de se qualifier soit lors des trials, soit d'être invité. Donc autant dire que là on a que la crème de la crème, c'est pas ouvert à tout le monde, et ça donne un spectacle qui est extraordinaire, avec l'empreinte de la DCC qui est des combats donc longs, avec une première partie sur des combats de 10 minutes pour les combats classiques, et puis après 20 minutes sur les finales, ouais. Où la première partie est 100 points, et la deuxième partie est avec points, donc sur un combat de 10 minutes, 5 minutes sans points, 5 minutes avec points, et où le tirage de garde est sanctionné, donc ça donne lieu à de gros combats avec une grosse lutte qui finit très souvent en dehors du tapis, et ça c'est la signature un petit peu de la DCC, où les mecs finissent dans le public, sur les photographes, sur la table des arbitres, n'importe où, mais en tout cas voilà, faut que ça sorte, et faut que ça dure en dehors
en dehors, du tapis surface de réglementaire, de la surface de combat. Alors surtout en plus dans les phases finales où là pour le coup, comme il y a plus que un combat sur les 3 tapis, parce qu'il y a 3 tapis, alors là il s'en donne à cœur joie, quoi. Il s'en donne à cœur joie. Donc c'est ça qui est extraordinaire là-dedans. Et là, une fois n'est pas coutume, on a eu le droit à des jolies sorties de tapis et c'était fabuleux. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu un point global sur ce qu'est la DCC, on va discuter un petit peu du Super Fight. Donc le Super Fight, déjà, qu'est-ce que c'est ? Le Super Fight, c'est le vainqueur du Super Fight de l'année précédente, enfin des 2 années précédentes, il y a 2 ans, puisque je dis tous les 2 ans, qui va affronter le vainqueur de la catégorie absolue de 2 années précédentes. D'accord ? Ouais. Donc là, on avait André Galvao, qui était multiple vainqueur du Super Fight, qui a affronté Ouais, parce Gordon qu'en fait, Ryan. le mec qui gagne le Super Fight, il reste sur table, quoi. C'est ça, le gagnant reste sur table. C'est une partie de ping-pong mais avec des étranglements, quoi. Voilà. Et donc Galvao, lui a gagné en fait de nombreuses fois ce Super Fight. En fait, depuis qu'il a gagné l'Absolute, il n'a plus perdu, en fait, jusqu'à ce week-end. Et Gordon Ryan, lui, quant à lui, a gagné l'Absolute d'il y a 3 ans, lui, parce que pour le coup, il y a eu le Covid et tout ça, donc il y a eu, on n'est plus sur des années impaires, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, c'était à partir de 2001, donc 2003, 2005, 2007, et ainsi de suite. Et là, donc 2022, on est reparti sur un nombre impair. Ça sert à rien ce que j'ai dit, mais bon, il faut le noter quand même. Ça sert à quelque chose, c'est que ça fait 3 ans qu'on attend ce combat. Ça fait 3 ans qu'on attend que Gordon Ryan et André Galvao s'affrontent. Il y a eu... D'autant plus après ce qui s'est passé, tous les clashs, l'affaire de la claque, etc. Mais c'est ça qu'on avait abordé lors d'un précédent podcast. Donc si jamais vous connaissez pas cette histoire de la gifle de Gordon Ryan sur Galvao, je vous invite à aller écouter le podcast qu'on avait fait dessus. Donc voilà, il y a eu une longue période où ce combat, on voulait le voir, on voulait l'avoir, il ne s'est pas fait. De toute façon, il y a 2 rivalités véritables qu'on veut voir avec Gordon Ryan, qu'on voulait voir. C'était Galvao et Felipe Pena. Felipe Pena, ça s'est fait lors du dernier Super Fight, mais on aurait bien voulu le revoir une nouvelle fois sur cette ADCC. Et là, il y avait le fameux combat qu'on voulait voir contre Galvao. Donc voilà, répondre à la question en fait, c'est qui du Jiu-Jitsu old school, entre guillemets, du représentant du Jiu-Jitsu old school sera, est-ce que le représentant du Jiu-Jitsu old school, plutôt André Galvao, sera meilleur que le représentant de la New Wave? Vraiment pour le coup, puisque en plus c'est le nom de son académie, donc sera le meilleur, quoi. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un est capable de battre aussi Gordon Ryan? C'est ça la vraie question. Surtout qu'à noter que c'était la seule fois où Gordon Ryan a fait aussi sa catégorie en plus du Super Fight. C'était la seule fois où ça s'est fait. Il a demandé à faire sa catégorie aussi. Bah en fait il voulait tout faire, sauf que le problème c'est que s'il faisait l'absolute, bon on avait un petit problème, c'était que s'il gagnait et l'absolute et le Super Fight, il y avait plus de Super Fight en fait. Et bah à part pour l'édition d'après, ouais. Entre lui et son ego peut-être, mais mais ça n'a pas été vraiment top. Donc il fallait au moins qu'on ait un vainqueur d'absolute. Mais effectivement, il a combattu dans sa KT, on en parlera peut-être après, et donc pour le Super Fight. Bon, moi je sais pas pour toi, mais avant le combat, je m'attendais à un combat chiant en fait, avec une lutte fermée, tu sais, juste avec un André Galvao qui ferait parler en fait son expérience, sa puissance, parce qu'il est puissant Galvao, hein. Je parle de ça, enfin quand je parle de ça, je parle avant la transformation physique, la dernière transformation physique de Gordon Ryan. C'est ces mecs, le dernier mode Super Saiyan. C'est exactement ça. Donc Galvao, c'est quand même une masse intersidérale lui aussi, très puissant. On l'a vu face à Felipe Pena, hein. Felipe Pena qui en termes de gabarit est très proche en termes de taille et de poids, et même plus lourd que Gordon Ryan. Et on a vu à quel point sur le dernier Super Fight il l'avait complètement annihilé, fatigué, usé,
pour finir par l'amener au sol et marquer donc ses points en scorant quelques amenés au sol, quoi. Donc, et je m'attendais en fait à un combat un peu similaire. Moi aussi, c'est le schéma que j'avais en tête. Bah, c'est ce qui fait Galvao sur ses super fights. Hein. Ouais. À l'expérience, il fait durer. Moi, je m'attendais à ce qu'il l'amène au moment où il y a les points, en fait. Exactement. Et en attendant, il allait justement tartiner, écraser, tirer la nuque, C'est lui qui s'est fait tartiner. Et c'est lui qui s'est fait tartiner, mais pas, c'est pas vraiment fait tartiner. Enfin, pas tartiner dans le sens lutte. Il s'est fait battre. Mais quand je dis tartiner, c'est-à-dire, vraiment user. Il a quand user. même la pression, Gordon. Hein. En plus, il est grand. C'est relou. Il est relou, Gordon, à lutter, je trouve. Non, il est relou à lutter, mais il y a pas de lutte. Il y a pas de lutte, en vrai. Il l'a un peu forcé à l'amener, en fait. Parce qu'il l'a amené très tôt, Galvao. Il est parti très tôt dans les jambes. Oui, il est parti très tôt dans les jambes, et en fait, c'est... Trop tôt. Trop tôt, mais ça fait partie de la stratégie de Gordon Ryan. Il a... Oui, bien sûr. Juste d'abord, c'était dans son sens. D'abord, donc en fait, ouais, je m'attendais, avant de parler de la stratégie, parce que c'est très important de parler de cette stratégie, donc effectivement, je m'attendais vraiment à ce combat chiant, et surtout aussi suite au combat contre Philippe Pena. Tu sais, où on a vu que Gordon Ryan, il avait quand même un peu de mal à... Enfin, sur le coup, pour ce combat-là, il avait eu un petit peu de mal, en fait, à amener au sol. On sentait que dans la lutte, c'était pas ça au début. En fait, à l'usure, il l'a eu. Il a réussi à l'amener. Mais au début, dans le combat, c'était un peu laborieux contre quelqu'un qui était justement, qui n'acceptait pas, en fait, de se faire amener. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment avec une défense de lutte qui était aboutie. Donc, je me suis dit, bon, ça peut être compliqué, ça peut être chiant, ça peut être un combat qui va durer pendant 20 minutes où les mecs vont rester debout. Voilà, c'était un peu relou. De toute façon, je pense que clairement, Galvao, c'est un meilleur lutteur. Je pense pas que Gordon l'aurait amené, tu vois. Non. Donc c'est vraiment, pour le coup, c'est une erreur de Galvao d'avoir amené aussi vite. Oui. Et donc, alors, si tu veux partir dans la stratégie de chacun, oui, c'est une erreur de l'avoir amené aussi vite, et surtout que, en plus de ça, il n'a pas été assez observateur de ce qui s'est passé lors de la catégorie de Gordon Ryan, parce que dans cette catégorie-là, il a affronté donc en finale Nicky Rod. Nicky Rod, qui lui aussi est un excellent lutteur, et c'était aussi un combat que je voulais voir. Tu vois, de toute façon, dans la KT, on en avait parlé. Voilà, c'était soit Pena, soit Nicky Rod que je voulais voir face à Gordon Ryan, en sachant que j'aurais bien aimé voir les deux de préférence, mais bon, ça s'est pas fait. Le tirage a fait que ça s'est pas fait. Mais en tout cas, voilà, pour moi, Nicky Rod, c'était aussi peut-être le seul qui avait peut-être les armes pour jeu, emmerder. En tout cas, pour lui poser probablement. Ouais. Surtout exactement, dans la règle de la DCC, effectivement, parce que justement à la DCC, on ne peut pas tirer la garde. Mais c'est là où tu vois à quel point Gordon Ryan il est intelligent et qu'il connaît parfaitement le règlement. En fait, quand tu tires la garde, tu prends un point de pénalité. Tu vois, quel que soit le moment dans le combat, tu prends un point de pénalité. Par contre, dans les 5 premières minutes ou 10 premières minutes en fonction de où t'en es dans la compétition, si on t'amène au sol, en fait, ça marque pas de points. Et quand on t'amène au sol, en fait, il n'y a pas de pénalité. Parce que c'est pas toi qui tires la garde. Tu vois la logique du truc. Et dans les deux cas, dans le premier, il a donné sa jambe à Nicky Rod, qui lui aussi bêtement entre guillemets, hein, mais le balaye et donc le fait tomber, et après donc il est au sol. Il est bien. Et il est bien. Et dans l'autre cas, pareil, avec Galvao qui vient et qui l'emmène. Qui le jette par terre, et au final, il est au sol et il est bien. Et il perd pas de points. Donc même s'il va jusqu'à la décision, au moins il n'aura pas de points de pénalité. Il pourra essayer de scorer et puis essayer de faire en sorte de gagner au point ce combat. C'est là où tu vois que le mec il est sur une autre planète, même dans la réflexion. Tu vois. Alors est-ce qu'il y pense seul ou est-ce qu'il y pense avec Danaher ? Ouais. Tu vois. Pourquoi pas ? Dans les deux cas, c'est bon pour moi, tu vois. Mais en tout cas voilà. Et puis il a ce truc, ce non-orgueil entre guillemets de se dire
peu importe l'adversaire, je m'adapte à l'adversaire. C'est-à-dire que si l'adversaire, je sais que je peux lutter avec lui, je vais lutter. Si je sens que c'est la merde, je vais tirer la garde. Tu sais, on en parle souvent, toi et moi, de justement, surtout quand on parle des super fights, des galas à la soumission, où les mecs s'acharnent à rester debout pendant 10 minutes, alors que, putain, y a pas de point, tire la garde. Enfin, tu vois, si tu sens que ça bloque, travaille différemment, tu vois. Et lui, il a les armes et la capacité, la volonté de se dire que tant pis, si je peux pas lutter, tant pis, je m'assois. Et puis de toute façon, c'est pas grave parce que j'arriverai à mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Mais après, faut vraiment avoir confiance en son travail sur le dos. Faut avoir une vraie confiance parce que avoir Galvao sur soi, c'est compliqué, hein, c'est un risque. Oui, certes. Mais c'est là où tu vois que le mec il a effectivement il a confiance en lui plus. Alors déjà pour refaire le fil du combat un petit peu, déjà moi le truc qui m'a beaucoup fait rire c'est dès le début du combat où Galvao il redonne la gifle à Gordon Ryan, tu sais en feintant tu sais une prise de main à la nuque où il lui met une grosse teutard et, et ce qui est bien, ce qui me fait tellement rire, et c'est là aussi où tu vois que tout le trash talk de Gordon Ryan et tous ces trucs là, bon la gifle je pense que de toute façon elle était voulue à ce moment là, hein. C'était un truc que on sait pas trop ce qui s'est passé véritablement pour qu'elle soit déclenchée. Enfin si on s'en rappelle, c'était un peu le manque de respect, il avait voulu lui serrer la main et Galvao lui avait pas serré la main, et donc derrière il s'était croisé dans la coulisse et puis il lui avait mis une gifle, mais là tu vois, donc il prend donc cette fameuse gifle et lui il s'énerve pas en fait. Il est là, il a son petit sourire et il se dit bon vas-y c'est bon, c'était de bonne guerre, c'est bon tu me l'as rendu. En fait le mec il kiffe même le moment, il se dit ouais c'est cool, tu vois, il s'en fout. Il y avait eu un combat dans le passé où il avait déjà subi plusieurs gifles, je sais plus c'était contre qui, je sais pas si ça te c'est vrai, ça me parle. C'était pas contre Cyborg? C'était contre Cyborg. C'était contre Cyborg, il lui mettait des grandes teutards en plein combat, et t'avais Gordon qui était resté serein, impassible. C'est vrai. Pardon, c'est vrai, ça date, hein. C'était à l'époque où il avait critiqué les Brésiliens ou quelque chose comme ça, je crois. Mais oui, et puis c'était l'époque où il l'avait battu déjà sur le premier ADCC, enfin tu vois, il y avait des trucs comme ça, et puis effectivement, il ouvrait sa bouche comme d'habitude, et puis... non, mais il est habitué au teutard. Ouais, et puis je crois qu'il avait surtout, c'était surtout ça aussi, je crois qu'il avait parlé de sa meuf. Ok. Je crois qu'il avait parlé de sa meuf. Et lui, c'était vénère et il était à deux doigts de se faire disqualifier à quel point. Et en fait, il avait voulu le punir en lui mettant des tartes, effectivement. Au point même de se faire disqualifier, mais c'était pas grave. On a fait une petite parenthèse, mais effectivement, je m'en souvenais plus de ce truc-là. Donc là, c'est vrai que cette petite tarte de Galvao, ça l'a pas choqué plus que ça. Donc vraiment grand sourire, quoi. Et donc ensuite, suite à ça, donc il accepte. Volontairement, alors il feinte quand même sur la lutte, il essaye quand même de voir s'il peut pas venir le chercher, mais je pense que c'est plus de la feinte, c'est plus histoire de créer du jeu, tu sais, plutôt que de lutter véritablement. Et là... Après, s'il y avait possibilité de le ramener. Oui, mais bon, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, Galvao, en termes de lutte, voilà. Le mec ne travaille que ça, enfin, tu vois, c'est une bûche. Athos, de toute façon, fait partie des teams qui sont les plus aboutis en termes de lutte, pour le coup. Donc parce que quand tu regardes, que ce soit Barbosa, que ce soit Inger, que ce soit les frères Ryotolo, que ce soit tous ces mecs-là, les mecs ont quand même une sacrée lutte. Tu vois. Quand tu vois que Ryotolo il a amené Pena à l'usure, tu sais, en absolute, c'est pas rien, quoi. Tu vois, c'est pas rien, c'est pas la même catégorie de poids, c'est pas le même gabarit. Donc les mecs sont là. Niveau lutte, ils sont présents, quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc il se fait amener, on l'a dit tout à l'heure. Et une fois au sol, il attaque tout de suite, comme face à Nicky Rod, tout de suite la clé de talon. Sauf que il s'enroule directement. Et là, on voit que c'est très bien géré par Galvao qui arrive à sortir sa jambe, qui se met dans les conditions de passer, donc qui attrape les chevilles de l'adversaire. C'est là, et c'est à ce moment-là où moi j'ai pris conscience aussi de la différence de gabarit. Plus que quand ils étaient debout l'un face à l'autre. Mais plus quand justement Gordon Ryan il était au sol, dos au sol, et que Galvao tenait les chevilles de Gordon Ryan pour essayer de le passer. Tu sais, c'est là où vraiment je me suis dit putain, il y a vraiment un écart de gabarit qui est ouf. Tu vois, ça m'a fait penser à moi avec Kader. Tu sais, quand on combat, tu vois, c'est vraiment tu sais à combien il est pesé Galvao? En termes de poids, ils sont similaires.
plus ou moins? Non, parce que là, Gordon Ryan, il a été pesé à plus de 99 kilos. Et Galvao, lui, en général. Gordon Ryan, il me semble qu'il était à 100 kilos. Ouais, ça me choque pas. Pardon. Excusez-moi. Mais en général, je crois que Galvao, il doit être aux alentours des 90 kilos. Quelque chose comme ça. Ok. Ce qui est déjà énorme hein, pour sa taille. Hein. Donc, Ouais, mais bon, ça fait quand même un cap de 10 kilos d'écart. Hein. Ce un qui cap n'est de 10 vraiment kilos pas rien. d'écart. Mais ce qui n'est pas rien, mais ce qui en général le gêne pas. Hein. Il a combattu contre Cyborg Ouais, qui est oui. 100 kilos. Et il a combattu dans ses super fights. Il a fait Cyborg, il a fait Pena. Enfin, déjà, c'est deux personnes déjà qui font plus de 100 kilos. Donc, ça l'a jamais véritablement gêné, quoi. Et je me demande s'il n'y en a pas eu d'autres aussi, des lourds comme ça. Mais bon, les deux noms qui me viennent en tête comme ça, c'est ces deux-là. Et il les avait vraiment surclassés. Donc voilà. Donc Gordon Ryan attaque la clé de talon une fois, deux fois, trois fois, et en fait c'est là où il est intelligent, c'est que Galvao donc gère bien le fait de ne pas la prendre, mais comme d'habitude, c'est quand tu sors de la clé de talon, forcément tu tournes le dos, tu vois, pour essayer de fuir en fait entre guillemets. Et là, Gordon Ryan, intelligent, il a fait justement face à Pena, il vient, il prend la jambe et il se relève en fait, il attaque la clé de jambe pour forcer justement la défense et pour justement pouvoir suivre, se relever avec la jambe et là, boum, il attrape le dos, il ceinture. Il attaque le dos, ouais. Et il balaye, il fait son petit fauchage là. Le petit fauchage, ouais. Quand j'ai vu qu'il s'était retrouvé au-dessus et qu'il avait réussi à se retrouver dans cette position, honnêtement, dans ma tête, c'était déjà fini. Je savais que ça allait être très dur pour Galvao. Bah, c'était tellement facile, quoi. C'était tellement facile de se retrouver dans cette situation. Et bien que Galvao soit un excellent lutteur, mais il n'a pas eu le temps de rien, en fait. Il n'a pas pu rouler, il n'a pas pu tenter quelconque sortie pour dégrafer les mains, tu sais, essayer de revenir face. Non, il y a le petit fauchage, et là, c'est là où tu vois encore une nouvelle fois l'intelligence de jeu de Gordon Ryan. Donc il arrive, il se retrouve donc face à Galvao, et petit à petit, il vient et il commence son ascension sur le passage de garde. Donc petit à petit, et il grimpe, et il met la pression, Il avale une jambe. Galvao essaye d'enrouler sa jambe. Comment dire, il l'accepte, tu sais. Il l'accepte parce qu'il sait que de toute façon, il va pouvoir la sortir quand il veut. Et en fait, il égrène le temps. Il égrène le temps jusqu'à arriver en plus, tu le sens, à la fin des 10 minutes. Jusqu'au moment où les points sont comptabilisés. Ben, c'est ça, tu sens que juste avant que les points soient comptabilisés, il commence à monter un peu plus loin. Il se place en fait. Il se place pour être quasiment sur le passage, pour passer directement dans la foulée. Ouais, il prend son body lock, il commence à avancer, et dès que 10 minutes sonnent, et que l'arbitre dit point, tu sais, il notifie, en fait, l'arbitre notifie, le combat s'arrête pas, il notifie, maintenant c'est les points. Et là, il a fallu à peine 30 secondes pour qu'il passe la garde, qu'il passe en montée, et puis que de la montée, il arrive à forcer la prise de dos. Et là, c'est là où je me suis dit, putain, le mec, c'est ouf. Déjà, tu sentais qu'il attendait ça. Tu sentais que c'était pas vraiment véritablement Galvao qui l'empêchait de passer. Tu sentais plus que il attendait de pouvoir marquer et de pouvoir scorer ses points. Il attendait le feu vert. C'est ça. Et à partir du moment où il a pris le dos, avant même de chercher à soumettre, encore une fois, il a joué avec le règlement. En fait, beaucoup de personnes, il y a Kader qui m'a envoyé des messages là tout à l'heure pour me dire justement comment il a marqué tous ses points. Pourquoi il arrive à 12-0, tu sais. En fait, il faut savoir que, alors c'est spécifique à la DCC, mais quand tu mets le triangle dans le dos, donc tu prends le dos, tu scores les points. C'est contrairement à la l'IBJJF où quand tu mets le triangle, tu ne scores pas. Il faut mettre les crochets, tu mets tes crochets et après tu peux fermer ton triangle, mais ça score une seule fois. Là, quand tu fermes ton triangle dans le dos, tu scores tes points, la prise de dos. Et quand tu switches de côté, tu scores une nouvelle fois. En fait, à chaque fois que tu switches... Sérieux ? Exactement. Et je ne le savais pas non plus. Je savais pas du tout. C'est le commentateur de Kenny Florian là qui en parlait justement lors du combat. Et effectivement, à chaque fois, je ne savais pas non plus. Et c'est là où tu as traduit ce qu'il disait. Bah moi, bichon, parce qu'il était steak. parce que je comprends l'anglais de temps en temps. Ok. Ah, le mec a eu aucune confiance à ma faculté de comprendre l'anglais.
Vérifiez C'est cette pas info vrai, quand même, parce que je suis pas garant de ce qu'il a compris dans la traduction. Non, mais ça m'a été confirmé. Encore une fois, j'ai écouté notre podcast tout à l'heure, ça m'a été confirmé. Ah, Et ouais, donc, bah, c'est ouf, j'étais pas au courant. à chaque fois qu'il changeait le triangle, à chaque fois, il scorait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à partir du moment où il entame véritablement son travail pour la soumission, Ouais. qui ferme son dernier triangle, puisque quand il fait son travail pour la soumission, qu'il est dans le dos, il vient, il isole un bras qui coince Ouais. en fait dans le triangle de corps, dans le body lock. Et donc à partir de ce moment-là, il reste à 12. Tu vois, si c'était juste un temps, Ouais. tu vois, ça continuera à scorer, tu vois. Mais sacrée Donc, résistance de Galvao quand même, parce que même avec un bras isolé, il a quand même bien défendu l'étranglement. Déjà, mais le le mec mec n'a pas de coup. le mec n'a pas de cou, c'est ce que j'allais dire. Et je voyais son menton rentrer, je me disais, mais comment tu veux étrangler quoi en fait? Et puis, ça t'a pas fait ça? T'as pas eu l'impression qu'il essayait de le Il mordre? le mordait, il le mordait. Non, tu t'es pas dit ça? En fait, c'est ce que je me suis dit. Et En après, fait, quand il passait devant sa bouche, j'avais l'impression qu'il ouvrait grand la bouche pour essayer de lui choper le bras. en fait, Mais ouais, après, non, mais en parce que fait, l'arbitre non. était juste devant. Mais oui, Donc, en fait, il l'aurait dit, c'est tu pas vois. ça. C'est que ça, c'est un truc que bon, seul Galvao peut faire avec sa mâchoire en titane. Mais j'ai compris pendant le combat parce qu'au début, je me suis dit aussi, putain, il a tellement la haine qu'il veut lui mordre le bras, tu vois. Mais bon, alors effectivement, ça devait faire mal parce que tu raclais les dents à chaque fois. Tu sais qu'il essaie de passer, devait racler les dents. Mais en fait, il ouvrait la bouche pour rapprocher le menton de la poitrine. Tu vois? Ok. Et ouais. Et je me suis fait cette réflexion-là, et je me suis dit, putain, c'est pas con. Bon, après, moi, avec ma mâchoire d'homme non dopé, ma mâchoire casse. Lui, avec sa mâchoire d'homme dopé, sa mâchoire ne casse pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, il l'ouvre pour rapprocher le menton de la poitrine, encore plus, et ce qui lui permettait de défendre. Ok, mais c'est vrai en plus. Mais bien sûr, là, vous avez pas l'image, mais il est en train d'essayer, c'est très drôle. Ah non, Mais mais essayez chez baissez vous. votre tête au maximum et ouvrez la bouche. Vous allez voir que votre menton, il se plaque encore plus à votre... Ah, Il se plaque encore plus. ouais. Le problème qui se passe, c'est que toi, si tu le fais, le mec te pète les dents, ou te pète la mâchoire, Ouais. parce que forcément, si tu désolidarises les deux parties de ta mâchoire, forcément, bah tu Ah, crées mais un moi, on me problème. prend pas le dos. Bah, va affronter Gordon et puis on en discute. Et donc voilà. Et en fait, et qu'est-ce que je voulais dire? Attends, tu m'as coupé avec ta connerie là. Et merde. Et en plus de ça, tu ne peux faire ça que si tu n'as pas de protège-dents aussi, Bichon. Parce que si t'as un protège-dents et que le mec il vient essayer de te travailler le truc, ton protège-dents il va finir au fond de ta gorge. Ouais, Donc tu vas mourir étouffé. C'est dans tous les cas, tu vas taper. ou tu vas mourir. C'est pas plus. Parce que c'est la réflexion que je me suis faite. Parce que tu sais, c'est un truc, des fois je me retrouve dans des situations où le protège-dents, tu sais, tellement t'es dans la merde, tu vois, t'as le protège-dents qui glisse et qui peut Mais aller c'est au pas fond de toi, ta la gorge. dernière fois, t'as failli l'avaler. Tu m'as dit, mais Oui. c'est la première fois que ça m'est arrivé. Si, bah justement, et c'est là, pendant ce combat-là, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ah, mais c'est parce qu'il a pas de protège-dents. S'il avait un protège-dents, il ferait moins le malin. Cette défense n'est valable que si tu as des dents en titane aussi, tu vois, c'est pareil. Donc voilà. Et puis donc finalement, il a quand même réussi à se glisser sous le menton, mais pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Juste ce qu'il faut pour venir chercher en fait son avant-bras. Ouais. Il a pas verrouillé classique, tu sais, avec la main derrière la nuque. Et vraiment, il est venu chercher son avant-bras et il a tout contracté pour pouvoir le faire taper. Ouais, mais à il partir a du fini moment par où l'avoir. Galvao il avait un bras isolé, ouais, une fois qu'il passait sous la gorge, même un bras avec la puissance qu'il a, Gordon, il l'étranglait. De toute façon, il l'a déjà prouvé. Hein. Il peut étrangler un bras. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, encore plus là, pardon. Oh, désolé. Encore plus là où le mec, tu sens que dans sa prépa là, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Le mec, il est trop balèze. Vraiment. Et d'ailleurs, tu vois, donc le combat se termine. Donc victoire par soumission de Gordon Ryan. Là, accolade, prise dans les bras, gros respect. Enfin, tu sais, où il lui fait comprendre que belle c'était image, que du business en fait. C'était que ça, c'est qu'il voulait le combat quoi. Et que il le dit d'ailleurs quand il se fait interviewer, il a rien contre lui, il le respecte au contraire. Pour lui, c'est de toute façon, je pense que tu sais, Gordon Ryan, il aime tellement ce sport que il ne peut, même si il fait en sorte de faire le spectacle pour gagner de la thune. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a compris qu'il y a que ça qui marche aussi.
bien sûr, mais il ne peut que, en fait, il est tellement passionné qu'il ne peut que respecter les légendes de ce sport. Donc forcément les cyborgs, forcément les Galvao, forcément tous ces mecs-là, il les respecte énormément. Et c'est marrant parce que je fais une petite corrélation avec un autre mec qui fait ça, mais dans un autre sport qui est le MMA, Conor McGregor. Quand tu regardes bien, Conor McGregor, là, que ça soit Diaz, oh putain, Aldo, que ça soit, tu vois, tous ces mecs-là, en fait, tu te rends compte qu'il les respecte énormément. Il les respecte de ouf. Et pourtant, ça l'a pas empêché de trash talker avec eux, tu vois. Mais parce que ça fait partie du truc. Ça fait partie En fait, ils fonctionnent de la même manière. Ils rentrent dans la tête des mecs, et puis ils font monter la sauce, ils font monter l'envie des spectateurs d'aller voir ces combats, et ça fait gagner de l'argent. Donc les deux, en fait, finalement, tu te rends compte qu'ils fonctionnent de la même manière. C'est les deux mêmes ovnis, et c'est les deux mêmes mecs qui arrivent de la même manière. Je crois même que Gordon va encore plus loin que Conor. Parce qu'on parle beaucoup du trash talk de Conor, mais je crois que Gordon, il va encore plus loin. Gordon, c'est un parasite. C'est-à-dire que même sur les réseaux, le mec ne te lâche pas. C'est ça. En fait, le truc, c'est le genre de mec qui va commenter tes photos et tout. Enfin, il est partout, il te met la pression en continu. Tu sens que c'est un gosse, en fait. Mais pour le coup, c'est un vrai gosse. Il kiffe ça. Ouais. C'est un parasite. C'est un rôle. S'il est sur tes côtes, t'es mort. C'est comme Booba dans le rap. S'ils sont sur tes côtes, t'es cuit. Non, puis quand tu dis qu'il est partout, c'est vrai parce qu'il envoie des commentaires à tout le monde. Là, j'ai vu, et ça c'était tellement drôle, quand il a gagné, juste après, sous le truc de Flow Grappling, tu sais, il commence en mettant « Hi !» Tu sais, genre « Salut !» J'ai vu. Allez, venez parler maintenant, tu sais. Le mec, il est là, mais il s'entraîne quand, en fait? Parce qu'il est tout le temps sur Internet. Non, mais le mec, surtout, il répond à des lambdas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que contrairement à Conor McGregor, qui lui ne va interagir qu'avec la star. Conor, il est dans les conférences de presse. C'est là qu'il fait du bruit, tu vois. Sinon, en général, sur les réseaux, tu l'entends pas plus que ça. À part exhiber sa richesse avant. Avant. Sur Twitter, il est énormément sur Twitter, tu vois. Ah ouais, sur Twitter? Ah, moi, j'ai pas Twitter. Ouais. Non, sur Twitter, il balance des trucs, après, des fois, il supprime et tout ça, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il a eu cette période-là. Ouais, mais toujours, il a toujours, tu sais, il y a toujours un petit tweet. Quand il félicite aussi, tu sais, c'est toujours à travers Twitter, tu vois. Mais Gordon Ryan, lui, c'est comme tu dis, c'est un calvaire. Le mec, tu l'as partout, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement de partout. Il fait des montages, il fait des montages photos, il fait des montages vidéo, il fait des trucs, tu sais, genre. Et comme t'as dit, il répond à tout le monde, aux commentaires qu'il voit, il répond. C'est un ouf. Ouais. C'est le mec, tu veux parler avec lui, tu peux parler avec lui. Le mec est accessible. Bon, par contre, il va te terminer, tu vois. Mais il est accessible. Non, pour le coup, c'est vrai. Et c'est là où le mec est très, très fort. Mais vraiment très fort dans la communication. Et c'est pour ça qu'il a été aussi loin, que le mec est millionnaire aujourd'hui. Quand tu regardes, les deux sont millionnaires, mais c'est grâce à ça. Alors c'est triste, mais... Enfin, c'est triste, c'est bien, je sais pas quoi en penser, honnêtement. Tu sais, le trash talk, pour moi, à partir du moment où tu l'assumes, où t'assumes derrière, ça me va. Ouais. Tu vois, quand Conor était au top et qu'il assumait son trash talk, ça m'allait. Là, Gordon, de toute façon, tu veux lui reprocher quoi? Le mec est sur une autre planète et il le prouve. T'as rien à dire. Ouais, c'est vrai. Et au final, donc il lui a donné tout son respect à la fin, et pour en revenir après à l'interview de Galvao, lui-même a dit, bon déjà, lui aussi, ils ont fait la paix, il n'y a pas de problème, et lui-même a reconnu la puissance, parce que c'était de là qu'on partait à la base, la puissance de Gordon Ryan, en fait. C'est ça le truc. C'est que le mec, en termes de puissance, il est sur une autre planète. Je crois que personne ne peut rivaliser avec lui aujourd'hui en termes de puissance dans le grappling mondial. Ouais, franchement, je vois pas. Ça se voit. De toute façon, quand il vient chercher ta jambe et qu'il te tracte pour aller chercher les clés de talon, les trucs comme ça, là je le vois même face à Nicky Rod. Le mec, c'est impressionnant. Et pourtant, Nicky Rod, c'est un monstre. Hein. Et Nicky Rod, c'est un monstre. Donc, qui a survolé tous les combats qu'il a fait, quoi. Ah, mais même la pression qu'il met quand il est au-dessus, tu sens que c'est suffocant. Tu ressens vraiment la pression, même visuellement tu la vois, alors que c'est des trucs invisibles logiquement, tu vois. Mais lui, tu sens que tu peux pas respirer quand il est sur toi. Il est en pression. Le mec joue avec toi. Il sait exactement quand.
En fait, c'est lui qui est le maître du tempo, quoi. Tu vois? C'est ça, et puis il a cette sensation de facilité en fait. À aucun moment tu le sens forcé. C'est ça le truc. Ouais. C'est vrai. Tu Non, le c'est vrai, sens c'est vrai. facile. Tu vois, là, en interview, il a dit qu'il était à 70%. C'est Bon, ça, j'allais en c'est parler. peut-être de l'intox, tu vois. Sûrement Non, mais même, je je pense pense que pas, c'est vrai. mais c'est Non, moi je possible. pense que c'est vrai. Ah ouais, Moi c'est je pense que c'est possible. vrai parce que t'as pas vu, t'as vu ou pas ses autres combats, non? J'ai pas vu ces autres combats. Non, Non, t'as pas vu ses autres combats. En fait, non. il parlait de sa compétition en général, tu sais, où il était à 70%. Ok. Mais oui. Mais je crois même que avant le super fight, il était même pas à 70%. Tellement c'était facile. Tu vois? On en parlera dans les moments marquants, tu vois, parce qu'il y a un truc qui a marqué aussi cette ADCC. Mais, le mec, non, je pense qu'il était vraiment à 70%. Tu le vois, enfin, même là, face à Galvao, finalement, il l'a renversé quand il voulait. Il l'a amené au sol quand il voulait. Il Il l'a a passé passé quand il quand il voulait. voulait. Et après, il a juste galéré un peu à passer sa main sous le cou. Ouais. Mais au final, il l'a eu. Et pourtant, Dieu sait que Galvao, il a les armes pour sortir de tout. Tu vois? C'est le mec qui a une expérience de dingue. Il a survolé la discipline pendant des années. Il a les armes pour sortir de tout. Alors après, il a expliqué qu'il avait été blessé pendant sa prépa, tu sais, au genou, et que ça avait influé aussi là-dessus, mais que il avait beaucoup travaillé justement en étant en dessous, en tirant la garde. Qu'il avait beaucoup Ouais. moins lutté que d'habitude, et qu'il avait travaillé justement plus en dessous. Mais au final, regarde, le mec, c'est pas dans la lutte que ça s'est passé, c'est pas ça qui a fait la différence. Même Non. c'est vraiment là pour le coup, s'il a travaillé plus en dessous, il aurait été normalement plus à même de défendre et de renverser, tu vois. Et au Non. final, non. Galvao, pour moi, il avait aucune chance en étant sur le dos avec Gordon. Mais je pense que personne actuellement peut prendre Gordon en étant en dessous. Ses passages, son jeu de passage et tout, Ouais. c'est Ah, trop si, celui qui perfectionné. l'a fait chier, c'est Pena, dans le Super Fight. Qui l'a fait chier avec la 50-50, Ouais. tu vois. Ouais. Mais bon, je suis sûr que là, il a déjà une solution. Je suis sûr qu'il a déjà une solution. C'est ça le truc aussi, c'est que le mec, c'est un bosseur de ouf, c'est-à-dire tu lui imposes un problème, il va trouver la solution tout de suite, quoi. Enfin, il va chercher à trouver la solution pour que le combat d'après, ce problème ne soit plus un problème. Donc voilà. Bon, en tout cas, ce super fight, il était exceptionnel pour le coup. C'était celui qu'on attendait. C'était peut-être le super fight le plus attendu même des prochains ADCC, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait un autre combat qui nous hype autant. Surtout que là, donc c'est Yuri Simoes qui a gagné l'absolute. Et honnêtement, oh, le combat, Bonne enfin, chance. ouais, bonne chance, mais déjà ils se sont déjà affrontés, il a toujours perdu. Et en plus de ça, Yuri Simoes, il fait des combats chiants. Mais vraiment, on va en parler. Il fait vraiment des combats chiants. Et là, la perspective de le voir affronter Gordon Ryan, Ouais. je le vois pas du tout gagner. Il y a pas du tout il y a pas match. Surtout avec le Gordon Ryan 8.0 qu'on a vu là. On est même plus à Surtout que 2.0 d'ici là. 2 ans, s'il continue de progresser, parce que c'est ça le truc. Gordon Ouais. Ryan, il continue de progresser. Ah, il est encore jeune, hein. Il a encore du très, enfin, tu vois, il a une marge qui est encore énorme. Même physiquement, je suis sûr qu'il a encore de la marge. Hmm. Enfin, tu vois, rien nous dit qu'il sera pas encore plus balèze au prochain ADCC, quoi. Donc, en plus, avec l'évolution des produits, ça va très vite. Parce que la science avance jour après jour. Donc non, mais là-dessus, pour le coup, ouais, non, il y a pas match. Enfin, honnêtement, ce combat-là, à moins qu'il se passe quelque chose entre temps, mais il me hype pas du tout. Mais pas du tout. Là, autant j'ai mis 3 ans à attendre ce combat, autant là, le prochain, bon, il aurait mieux valu qu'il gagne l'absolute aussi et qu'il s'affronte lui-même. Ça aurait été plus intéressant. D'essayer de se mettre une clé de talon tout seul. Donc, donc voilà. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur ce super fight? Non. Non. tout cas, j'espère Ouais, que- c'était un bon combat. Non, Ouais, c'était un bon combat. Franchement, il y a rien à dire. non, C'était il pas a un tenu combat toutes ses chiant. promesses. Il y avait du jeu. Ouais. Il a duré longtemps, 17 minutes. Donc, Moi justement, je m'attendais à un combat, comme on disait, de lutte. Et je voulais pas que ça s'éternise en fait. C'était relou. Et même pour Galvao, tu vois, s'il gagnait sur ça, juste sur une amenée sur la fin et tout, ça aurait été frustrant en fait. Je voulais voir bon, du grappling, tu vois. Je voulais voir du sol.
Ouais, non, bah ça aurait été frustrant pour nous, parce que pour lui, ça aurait été très bien. Hein. Oui, non, je parle pour nous. Je parle pour le public. Donc, ouais, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce super fight et que vous l'avez apprécié. Regardez-le plusieurs fois, ça vaut le coup. Moi, je crois que j'ai dû déjà le voir peut-être 4 fois ou 5 fois déjà, le combat. Et j'ai pas fini de le revoir encore. Enfin, juste ne serait-ce que pour décortiquer ce qui s'est passé dans ce combat. Honnêtement, je vais le revoir plusieurs fois. Ça va faire partie de ces combats que je vais regarder avec plaisir et que je vais décortiquer avec plaisir. Donc, pour le coup, bon, même si il y a la technique et puis après il y a la puissance, hein, il y a des limites, hein, mais bon, il y a quand même des choses techniquement c'est propre. Il y a des, enfin, là on est sur la version vraiment la plus à jour de ce qui se fait aujourd'hui dans le grappling mondial, donc il faut vraiment en profiter quoi. Il faut en profiter un maximum. Bon, passons au deuxième thème, qui sont pour moi les faits marquants en fait de cette ADCC. Donc on va pas tout voir parce qu'on peut pas. Hein, de genre de compétition, il y a combien de catégories? 66, 77, 88, 99, 99, 5, 6, 7 avec les filles. 7 catégories, non c'est trop. On pourrait pas tout voir. Donc les faits un peu marquants. Alors il y a eu des faits négatifs, des faits positifs. En fait négatif, bon, il y a rien de bien méchant. Hein. C'est pas, ça reste un ADCC. C'est l'ADCC qui pour moi jusqu'à aujourd'hui est peut-être le meilleur que j'ai vu. Et je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'était l'ADCC le plus abouti. Tu sais, d'habitude il y a toujours ce truc. Ouais. Il y a toujours ce truc. Je me faisais la réflexion avec le dernier ADCC où il y avait beaucoup plus de testostérone. Tu vois ce que je veux dire? Où les mecs se rentraient dans la gueule. Tu vois, t'avais les Mohamed Ali, t'avais les mecs comme ça où, c'est vrai. Tu vois, et où il y avait de la lutte, mais de la lutte en puissance. Tu sais où les mecs se rentraient dedans. Tu sais, c'est ça. Là, c'était plus fin. Exactement. Beaucoup plus de ce que j'ai vu, technique. c'était plus fin. J'ai vu quelques vidéos, passer. J'ai pas vu tous les combats, j'ai pas vu les combats, mais de ce que j'ai vu, c'est vrai qu'il y avait moins de mecs qui se rentraient dedans, justement, comme tu dis. C'est vraiment le mot. Ouais, c'était plus de finesse technique. Dans la lutte, c'était très propre. Beaucoup de techniques de judo, tu sais, transposées à la lutte, qui empêchent de prendre justement des risques, de se faire contrer. Enfin, tu vois, soit d'être défendu et de se retrouver dans une mauvaise situation, soit de donner de façon un membre donc souvent la tête à exploiter pour se faire guillotiner ou ce genre de choses. Non, là pour le coup c'était vraiment très propre, très fin, très stratégique, vraiment très stratégique, quel que soit et c'est en plus de ça, quel que soit comment dire, la catégorie de poids. Parce que tu sais en général plus tu montes dans les poids et plus tu te retrouves face à des combats de lutte justement où les mecs s'annihilent. Où ça veut pas aller au sol, où ça fait que de se pousser debout. Ouais. Et au final là non, là il y avait de tout. Après il y avait de sacrés techniciens. Il y avait vraiment de sacrés techniciens, pardon. Excusez-moi, c'est la DCC qui m'a tué les amis, hein. C'est pour ça que je baille, c'est parce que je me suis pas encore remis physiquement de la DCC et du manque de sommeil. Mais ouais, non, c'était très pointu. Les seuls petits points négatifs que j'aurais, ça serait la finale de l'Absolute et la finale des 99 kilos. Les moins de 99 kilos. Négatif pourquoi? Alors négatif pourquoi la finale de l'Absolute, donc c'est Yuri Simoj contre Meregali et en fait il y a Tayeb qui disait qu'il avait été déçu par Meregali, qu'il avait pas fait match et qu'il aurait mieux fallu que ça soit Taira Otolo qui passe. Alors c'est vrai que ça aurait mieux valu que ça soit lui qui passe parce que effectivement au vu de ce qu'il a proposé en termes de spectacle et d'énergie et tout ça, ça aurait été super. Mais à mon sens, c'est pas bon, même si Meregali, tu sais, il vient de découvrir le sol, enfin le grappling. Hein. Le mec, nogi, ça fait que quelques mois qu'il fait du nogi. Il avait jamais fait de nogi avant ça. Donc jamais. J'écoutais tout à l'heure Nicolas Régnier qui disait que le mec, jusqu'à il y a 5 mois où il a commencé avec Danaher, il avait retiré la veste en sparring que 2 fois dans sa carrière en entraînement. 2 seules fois. Donc le mec, c'est pas du tout le même jeu, surtout avec un mec qui a un jeu qui est très axé sur le kimono.
Tu sais qu'il fait du loop shock, tu vois, des mecs comme, enfin, tu sais, des techniques comme ça, quoi. Donc c'est un jeu qui est très très axé sur le kimono. Donc le mec, il a fait un reset de tout ça pour atteindre la finale de l'Absolute et la finale de 3 dans sa KT. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Ouais. c'est C'est déjà une grosse perf en soi. Donc ouais, effectivement. Et c'est une perf énorme en vrai, c'est une perf énorme. Et ces combats, moi je les ai pas trouvés chiants. Alors oui, il y a eu de la décision, mais il y a eu de la lutte, il y a eu des défenses de lutte, il y a eu du tirage de garde. Enfin, tu sais, il y a eu, d'ailleurs c'est ce qui le perd hein, dans cette finale de l'Absolute, c'est qu'il tire 2 fois la garde et qu'il essaie de travailler et justement intelligemment en tirant la garde, sauf qu'il prend 2 points négatifs. Tu vois, 2 fois il tire la garde, 2 fois il prend des points négatifs. Et pour faire un bon combat, faut être 2. Et moi, à mon sens, celui qui a fait vraiment des combats très durs à regarder, mais sur toute sa compétition, c'est Simoes. Honnêtement, le mec, Simoes, pour ceux qui n'ont pas l'accent, l'accent portugais. Mais pour moi, c'était des purges à regarder. C'est franchement, alors oui, il faut le faire pour gagner le combat, tu vois. Il faisait quoi? Lui déjà, c'est un lutteur de ouf, lui. C'est un lutteur de ouf, donc mais à la fois donc il a amené de temps en temps, mais pas tant que ça, et il bloquait beaucoup le combat, c'est-à-dire que quand tu tirais la garde, par exemple la finale de l'Absolute, donc Meregali tire la garde et c'était que de l'anti-jeu quoi, il faisait de l'anti-jeu, il refusait le combat, mais il le faisait intelligemment pour pas se faire pénaliser, contrairement au moins de 99 kilos avec Kenan Duarte, où c'est encore un peu différent parce que je suis partagé quand même. Tu vois, pour moi c'est du négatif, mais à la fois je suis partagé. J'en parlerai juste après. Mais donc ouais, pour moi il a fait des purges et là effectivement il gagne cette absolute. Mais et c'est là où je disais tout à l'heure, il y a rien à apporter justement au combat contre Gordon Ryan. Il a rien à apporter de particulier de plus que Galvao. Justement Galvao, je pense qu'il a plus d'armes. Que Simoes. Il pourra pas bloquer Gordon Ryan. C'est ça, et puis surtout, à moins qu'il la joue intelligent et qu'il l'amène pas au sol, mais comme là, ça a été le cas, tu vois, de Nicky Rod ou de Galvao, mais même si, de toute façon, Gordon Ryan, il tirait la garde et qu'il prenait un point négatif, je sais même pas s'il pourrait l'empêcher de venir le chercher, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Tu vois, sans lui prendre plus de points négatifs, c'est-à-dire sans fuir le combat. Tu vois, donc... non, ça a été très compliqué à voir et je suis très déçu de cette finale de l'Absolute que j'attendais, tu vois. Alors j'aurais bien voulu voir effectivement face à Tairo Tolo pour voir ce que ça aurait pu donner, tu vois. Même si je pense quand même que il serait peut-être pas passé. Parce que Simoes il est vraiment puissant aussi. Tu vois, tu sens que le mec il a une puissance de ouf et qu'il est capable de bloquer n'importe qui. Enfin, tu vois, s'il a réussi à bloquer Meregali aussi, enfin, tu vois, bon, c'est pas pour rien, quoi. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Donc ouais, assez déçu de cette finale et en moins de 99 kilos. Donc là, en fait, je suis à la fois déçu, mais à la fois je comprends, mais à la fois comment te dire. En gros, Kenan Duarte affronte Craig Jones, tu vois, cette finale. Donc Craig Jones, éternel second malheureusement, qui a fait lui pour le coup une sacrée compète. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il était dans son jeu habituel, tu sais, très ouvert, à chercher la soumission. Enfin bon, tu sais, belle clé de coude lors de son premier tour de la demi-garde. Enfin vraiment, tu sais, des trucs, enfin du Craig Jones quoi. Le mec il était là. Exactement. Et Kenan Duarte, lui, il était plus dans le fait d'amener au sol, de bloquer le jeu et de vraiment, tu sais, de te contrôler. Alors, encore une fois, c'est ce qu'il faut faire parce qu'il faut savoir le faire aussi, tu vois. C'est-à-dire que là, pourquoi je suis partagé? Parce que ce qu'il a fait pour annihiler et Craig Jones et Meregali, non, je dis une connerie, c'est Meregali qui a fait la même chose aussi, il faudrait que je regarde, contre Craig Jones aussi, les deux, ils ont réussi à faire en sorte de placer leur pion intelligemment pour pouvoir l'empêcher justement de venir s'enrouler. Tu vois, donc ça c'est un truc en fait c'est un truc à observer, c'est un truc à décortiquer
si t'es un puriste, parce que voilà, comment dire, tu vas apprendre beaucoup de choses sur la gestion d'un mec qui travaille en clé de jambe ou qui est très fort pour s'enrouler autour de toi, tu sais, qui a des longs segments et qui est très puissant, parce que attention, Craig Jones aussi, il est très puissant, hein, là, lui aussi, il a pris un volume de fou, hein, pour cette ADCC. Donc pour le coup, c'est très intéressant. Mais alors pour le spectacle, mais qu'est-ce que c'est chiant. En fait, c'était vraiment que du blocage. Et il gagne 0-0 quoi, 0-0 et non, je te dis une connerie, il gagne 2-0. Mais non, ça serait pas 0-0. Attends, merde, j'ai plus le score. Enfin, il gagne au score, il y a pas de problème. Il y a un moment, il arrive à lui passer la garde et tout ça. Mais par contre, il prend, je sais plus combien de points négatifs. Enfin, un nombre incalculable. Et en fait, moi, tu vois, encore une règle de la DCC que je ne connaissais pas, je pensais qu'au bout d'un moment, t'étais disqualifié. Bah ouais. Les points négatifs servaient à quelque chose. En fait, ils servent à rien, quoi. Si tu gagnes au point, bah tu gagnes au point. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ok. que... En fait, ils servent à départager seulement s'il y a match nul, c'est ça? Bah, En termes de points? je crois. Mais au final, t'as pas de disqualification. Et moi, je me disais, mais attends, mon gars, tu vas te faire disqualifier. L'arbitre, il lui tapait sur l'épaule. À chaque fois à chaque fois que l'arbitre, le notifie, à chaque fois qu'il lui tape sur l'épaule, il passe. Enfin, tu sais, t'as un point négatif en plus, quoi. Et je me suis dit, il va se faire disqualifier, Et je comprenais pas pourquoi il en avait rien à foutre, en fait. Bah après, j'ai compris. En vrai, t'en as rien à foutre parce qu'il n'y a pas de conséquences véritables. Tu vois. Donc voilà. Mais c'est au détriment du spectacle. En fait, quand tu vois un événement comme la DCC qui est clairement un événement, il est en train de s'endormir devant moi, le type. Excusez-moi, je fais une parenthèse, mais Non, je vois Rolly je cligne des yeux. Il cligne des yeux, mais vachement longtemps quand même. Hein. si je finis le podcast tout seul, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'il se sera endormi, les gars. Oh la poucave. Ah oui, parce que j'ai peur que tu dormes, c'est pour ça. C'est bon, je suis là. Oh putain, mais sers-toi un café, prends un rail de coke, je ne sais pas, fais quelque chose, quoi. Non, mais donc ouais, donc c'est un événement qui est clairement basé pour le spectacle. On l'a dit, les mecs se jettent en dehors du tapis, le dopage est autorisé. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tout est fait c'est pour faire un cocktail où il va se passer des choses, tu vois. Ouais. Il va y avoir du spectacle. Et là, pour le coup, bah le spectacle, non, il est pas là. Il est pas au rendez-vous. Donc c'est mon bémol, il est là. Il est sur le côté entertainment, le côté spectacle. Après, sur le côté technique, oui, non, c'est merveilleux ce qu'il a fait, tu vois. Ouais, mais bon, Donc, après, de ce que tu dis, il y a que un ou deux... Enfin, il y a qu'un combattant qui a fait ça, qui a vraiment bloqué le jeu comme ça. bah, il y en a deux, là, déjà. Ça fait deux. Ouais, deux. Donc, sur l'ensemble, ça va, s'il y en a que deux. Ouais, non, mais bien sûr. C'est pour ça que c'est ce que je dis niveau négatif, il y a pas énormément de choses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, c'est pas du négatif, mais c'est plutôt des déceptions. Enfin, plus que du négatif, tu vois, comme la performance de Philippe Pena qui m'a pas du tout impressionné. Tu sais, pour le coup. Que ça soit dans sa KT où il se fait passer par Nicky Rod, ou par l'Absolute où il perd contre Tairo Tolo, tu sais. Ouais. Et puis même dans les combats qu'il a gagnés, bon, c'était pas extraordinaire. En fait, il a un jeu où effectivement t'as l'impression qu'il est en peine à chaque fois, quoi. Le mec, t'as l'impression qu'il est en galère à chaque fois. Alors il finit par gagner. Alors après, c'est un style, hein, c'est une nonchalance, c'est un truc, il le fait depuis longtemps. Mais je crois que là, il est arrivé au bout. Il est passé à côté. Il est passé à côté de son ADCC. Non, mais je crois qu'il passe à côté de tout, là. C'est-à-dire que là où avant c'était un combattant d'élite qui faisait partie vraiment des tout meilleurs mondiaux, si ce n'est le meilleur dans sa catégorie presque. Là, ça y est, je crois que la page elle est tournée. Ouais. Tu sais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une vidéo que j'ai vue passer sur les réseaux où il passe derrière Gordon Ryan et il lui tape sur l'épaule et il y a Gordon Ryan qui lui dit alors il faut que tu mettes une soumission. Et il lui dit t'inquiète pas, celle-là je la réserve pour toi, tu vois. Et donc au final il a réservé rien du tout parce qu'ils se sont jamais affrontés, quoi, parce qu'il a pas passé Nicky Rod qui a fait un super travail pour lui passer la garde, enfin tu sais, pour le coup ouais, le combat il était vraiment en faveur de Nicky Rod, mais tu vois, un combattant de la qualité de Philippe Pena, même un Nicky Rod normalement il n'aurait pas dû pouvoir le passer aussi facilement que ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est peut-être le Black Belt Slayer, donc le tueur de Black Belt. Effectivement, il a encore progressé parce que ça fait 3 ans de plus qu'il est dans le jiu-jitsu brésilien et que forcément en 3 ans à ne faire que ça,
Avant, c'était surtout un lutteur qui débarquait, tu vois. Là, c'est un mec qui a passé 3 ans à s'entraîner non-stop en JJB. Donc, puis pas avec les plus mauvais. Il est avec Nicky Ryan, il est avec Greg Jones. Enfin, tu vois, c'est des mecs qui sont très super bien chauds. entouré. Donc, Isaac Mitchell, enfin, tu vois, les mecs comme ça. Et puis même son frère, qui s'appelle aussi avec son nom de famille, c'est Rodriguez aussi. J'ai plus le prénom. Bref. Et donc voilà, enfin ils ont une bonne team, mais bon, en tout cas Philippe Pena il a beaucoup plus d'expérience. Et puis au niveau physique il est là aussi, tu vois. Donc il aurait pas dû se faire battre aussi facilement. Bref. Donc moi c'est plus une déception à ce niveau-là parce que effectivement j'aurais bien voulu le voir aussi passer en finale et affronter faire le combat qu'on attendait tant. Ben oui, mais un combat justement avec une limite de temps et tout ça, tu sais, face à et des points face à à Gordon Ryan, donc j'aurais bien voulu voir ça. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a pas gêné parce que effectivement je voulais voir aussi Nicky Rod face à Gordon Ryan, donc l'un ou l'autre ça me dérangeait pas, mais bon, c'est voilà, pour moi il était en dessous. Une autre aussi, et ça sera la dernière petite déception, c'est Gary Tonon et son choix de descendre en moins de 66 kilos. Ouais, mais ça c'est par rapport à sa transition en MMA. Alors, je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que c'est parce que il a... Alors, le fait qu'il ait perdu, effectivement, depuis qu'il est dans le MMA, il performe beaucoup moins en grappling. Dans le sens où, déjà, il travaille plus que ça. Hein, il travaille sa boxe. Ouais. Et en plus, vu ce qu'il a rattrapé en boxe, à mon avis, il travaille énormément sa boxe. Donc oui, forcément, quand t'es plus à 100% là-dedans, ça se voit, hein, ça se sent hein, quand t'es avec des mecs qui ne font que ça. Mais surtout dans son jeu, en fait. Surtout dans le jeu qu'il avait, tu vois. C'est pas des trucs qui fonctionnent vraiment en MMA. Enfin, ça fonctionne, mais ça a ses limites. Donc je pense qu'il travaille pas du tout de la même manière quand il fait ses sparring MMA. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il a un sol qui est plus axé sur la frappe, quoi. C'est pas comme un mec... Ouais, c'est ça. Là, surtout quand comme un mec le KO qu'il a pris la dernière fois, quoi. Un mec qui a un style lutteur déjà de base, un grappleur, et qui ferait du MMA... Bon, ça le ferait pas forcément régresser en grappling, parce qu'il continuerait à travailler dans ce jeu-là. Mais lui, c'est... Ouais, mais il a quand même un style... Enfin, si, il a beaucoup de lutte dans son style. Hein. Une lutte adaptée, en fait, à ses entrées aussi en soumission, mais il a quand même beaucoup de lutte. Mais là, en plus de ça, tu sais, il est descendu en moins de 66. Alors pourquoi ? Déjà parce que peut-être les 2 dernières ADCC, il les a perdues face à JT Torres. Et donc, au bout d'un moment, tu te dis, écoute, j'aurais pas la médaille. Voilà, JT Torres est encore là, voilà. Et en plus de ça, il y avait aussi Nicky Ryan. Je ne sais pas si ça a eu un impact ou pas. Tu sais, de se dire j'ai pas envie de l'affronter parce que c'est mon ancien coéquipier, c'est le frère de mon encore coéquipier Gordon Ryan. Enfin, tu sais, il y a peut-être ce côté affect aussi qui a joué. Donc je sais pas laquelle des raisons a fait qu'il s'est tenté. Est-ce que c'est le fait d'essayer de prendre une médaille parce qu'il sait qu'il s'est bloqué en 77 et qu'il y a trop de niveau, ou est-ce que c'est Nicky Ryan, pardon. Nicky Ryan, il y a que des Nicky, quoi. Que des Nicky. Les deux se sont fait niquer. Bref. Et donc je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il descend et en fait son style il est pas du tout adapté à la KT du dessous. Dans le sens où, et c'est aussi Nicolas Régnier qui en parlait tout à l'heure, et c'est tellement vrai. Je partage son point de vue sur le fait que sa grande force c'était le fait de prendre de vitesse justement ses adversaires, de bouger énormément, d'être un peu l'électron libre de la KT des moins de 77, et un peu plus peut-être posé, tu vois. Et en fait en moins de 66 ils sont tous comme ça. C'est ça. Donc il a plus cet avantage entre guillemets. Et non. Et là il est tombé en plus dans cette première dans ce premier combat, il a perdu au premier tour. Et contre en plus un no-name entre guillemets, puisque c'était un Irlandais, McNally, qui en fait a très bien géré son combat, quoi. Les clés de talons n'ont pas fonctionné. En plus, il faut savoir que chez les moins de 66, déjà, les clés de talons fonctionnent de moins en moins, parce que les mecs savent défendre de plus en plus, tu sais. Et en plus, chez les moins de 66, force est de constater que les mecs, ils sont en caoutchouc, quoi. Donc là, McNally, ça lui a posé aucun problème de défendre avec les talons. D'ailleurs, lui-même l'a félicité en fin de combat en se disant putain, respect mon gars, parce que tu sais, tu sentais qu'il lui disait ça, putain, t'as résisté à tout ça, quoi, parce qu'il en a mis quand même quelques-unes, hein, des bien verrouillés.
Mais le mec, ça l'a même pas blessé, quoi. Moi, je serais reparti en civière. Lui, ça l'a même pas blessé. Donc ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Et ouais, il avait plus son avantage, en fait, l'avantage stratégique d'être rapide, bah, il l'a pas dans la catégorie du dessous, quoi. Donc mauvais choix, mauvais choix. En plus, tu dois faire ton cutting, donc ça te fatigue aussi, tu sais. Hein. C'est quand tu sais que t'as 2 jours de compétition qui t'attendent, c'est pas comme quand t'as qu'un seul combat en MMA, quoi. Ouais. Tu sais, t'as X combats de 10 minutes qui t'attendent, quoi. Donc ouais, non, je suis pas persuadé que ça soit la bonne chose à faire. Il aurait dû rester au moins de 77. Je suis sûr qu'il aurait peut-être sûrement mieux performé dans cette catégorie-là. Donc là, c'est la fin des points négatifs ou petites déceptions entre guillemets. Et là, sur les points positifs que j'ai moi de cette compétition, c'est justement, bah, on parlait de McNally là, c'est les Européens qui sont en fait qui ont bien brillé entre guillemets, qui ont été présents et qui ont fait le taf. Que ça soit McNally, donc l'Irlandais, que ça soit alors là pour le prononcer ce nom déjà à l'écrire ça a été compliqué, il y a trop de Z et de C. Szczecinski, le Polonais ou encore mieux O'Flanagan, l'Anglais. O'Flanagan c'était l'adversaire de Thomas Loubersan en finale des Trial Europe qui gagne sur Clétal. Ok. Donc en fait bah, le mec a confirmé quoi. Le mec est chaud. Le mec est chaud. Ouais. Il va jusqu'à où lui? Il perd en demi-finale contre Bodoni. On en parlera de Bodoni aussi. Le vainqueur de la KT. Le vainqueur de la KT, exactement. Sur une estime à lock, d'ailleurs, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est marrant parce que lui qui met des clés de talon à tout le monde, il s'est pris son estime à lock. Mais il commence par déjà sortir Xandre Ribeiro déjà, dès le premier tour, sur un juji. Enfin, par soumission, quoi. Ensuite, Fowler en quart. Et après, il perd contre Bodoni en demi-finale. Donc et après il fait la finale de 3 et il ne gagne pas la finale de 3 non plus. Il combat contre Wagner Rocha. Voilà, c'est ça. Wagner Rocha en finale de 3 et honnêtement, il était pas loin de lui mettre une clé de talon. Enfin, tu vois, il a eu la clé de talon. Ouais. Wagner Rocha sort, mais il boite à la fin. Attends, c'est sur ce combat-là, je crois. Ouais, je crois que c'est sur ce combat-là. Merde, j'ai plus les gros trucs en tête. parcours, quoi. Bref. Mais gros parcours. Le mec, il a montré qu'il était là. En fait, tout le monde a parlé de lui. Tout le monde a parlé de lui. Cet Anglais là qui débarque de nulle part et qui en fait performe à la DCC. Et Szczecinski pareil. Enfin, tu sais en tout cas ces 3-là, ils ont passé au moins un tour. Tu vois. Donc il y a des Européens et ça c'était la belle surprise de justement de cette comment dire ADCC, c'était de montrer qu'il y avait de la place. Alors pas encore pour nous, pas encore pour les Français, mais bon, ça peut on peut essayer de calquer le schéma pour que nous aussi on puisse sortir quelqu'un qui puisse être assez fort pour performer à la DCC. Ça va venir. Mais en tout cas ça prouve qu'en Europe il y a un vivier et qu'en Europe l'Europe va faire parler d'elle très bientôt dans le grappling mondial quoi et dans la DCC. L'autre belle surprise de cette ATCC, mais qui n'aura pas duré longtemps pour lui, mais c'est la Rida qui a soumis Cyborg. Donc ça, tu l'as vu ce combat, toi? Ça, je l'ai vu, ouais. Donc magnifique Cyborg qui se retourne, fait son retournement, tu sais, quand il est pris en lutte où en fait il tourne sur lui-même pour foncer dans les jambes, tu vois, pour essayer d'amener au sol et Rida qui gère cette très, fois, très bien. Ouais, il lui a dit non, je te stoppe là. Surtout que Rida en plus lui aussi il avait pris un sacré volume là par rapport à d'habitude. Il avait un gab. Ah, laisse tomber. Impressionnant, un monstre. Mais il l'a stoppé net quoi. Il l'a stoppé net et ensuite il l'amène et il lui met ce juji magnifique. Enfin voilà, le mec il a fait l'upset. Je crois que pour moi c'est l'upset de toute la compétition. C'est vraiment le truc qui a tourné partout parce que c'est le truc où on s'attendait pas du tout à ça, quoi. Cyborg en plus les dernières années là, il était vraiment chaud. Il a fini numéro 1, il avait gagné l'espèce de GP là qu'ils avaient fait, de Grand Prix qu'ils avaient fait, tu sais, avec une prime. Cyborg qui sort au premier tour, il y a personne qui peut prévoir ça. Non, personne. Pas contre Rida en tout cas. Et surtout avec la prépa physique qu'il avait fait, tu vois, le mec il était, attends, pour l'âge qu'il a,
un monstre physiquement, tu vois. Donc ouais, tu t'attendais pas du tout à ça. Et effectivement, ouais, c'était l'upset de dingue, quoi. J'étais chez moi, là, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou sur mon canapé, tu vois. C'était vraiment le truc de dingue, quoi. En parlant justement de Cyborg et des anciens, c'était de voir que les anciens, le point positif, les anciens, ils sont encore là, quoi. Il y avait, alors, on a vu qu'il y a une page qui se tourne. Tu vois, là, c'était l'ADCC de la transition, entre guillemets. Ouais. Mais, D'accord. mais il y avait quand même encore des anciens. Wagner Rocha, Raphaël Lovato Jr., tu vois, Gabi Garcia. Il y aura toujours des anciens, mais est-ce qu'ils gagnent? Et ben, justement, Wagner Rocha, il finit 3e, tu vois. Et il finit 3e, il est... Enfin, tu vois, le mec, il a vraiment performé. Attends, contre qui il perd? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Putain, j'ai vu tellement de combats. Il perd contre qui? Je crois que c'est contre Bodoni. Ouais, c'est Bodoni qui le sort, je crois. J'en parlerai après de lui. Mais bon, il finit 3e. Le mec, c'est le plus... Je crois que c'est le plus vieux de tout la DCC. Si je dis pas de bêtises. Le mec, il est encore là. Raphaël Lovato Jr., pareil. Le mec, il va jusqu'en demi-finale où il perd à la décision contre Kenan Duarte. À la décision. Ouais. Donc il perd pas contre n'importe qui en plus. C'est ça. Et en finale de 3, il perd contre Meregali 0-1. Tu vois. Donc il perd d'un point, quoi. D'ailleurs, c'est bizarre de perdre d'un point. Je pense que ça devait être un point de pénalité. Je sais pas, j'ai vu 0-1, mais à mon avis, parce que je l'ai pas vu ce combat-là, c'était Flo Grapp ne montre pas tout, quoi. Donc voilà, mais bon, il perd de très peu, quoi. Donc le mec est encore là. Donc peut-être un tirage de garde, non? Peut-être. J'ai failli faire il est encore là, prêt à foutre le souk et tout le monde est corda. J'ai un petit peu de NTM dans ce podcast, ça fait pas de mal. Donc voilà. Et non, effectivement, quand tu vois que c'est quelqu'un qui ne peut plus, à cause de sa santé, ne peut plus combattre en MMA, donc il a dû laisser la ceinture vacante au Bellator, mais qui performe là encore en JJB sur la DCC. Donc déjà c'est énorme. Bon, Cyborg il passe un peu à côté de sa compétition, même en absolute où il passe un tour et je crois qu'il perd au tour d'après. Donc c'est pas significatif. Bon, il a pas fait un bel ADCC pour lui pour cette fois-ci. Et Gabi Garcia qui elle fait médaille de bronze. C'était sûrement un de ses derniers. Hein. Et c'était sûrement un de ses derniers, mais bon, on sait jamais avec lui. Hein, tu sais, le mec il est encore là. Hein. Même Wagner Rocha, tu sais, on peut pas savoir. Hein. Tu sais, ces mecs-là ils sont encore capables de combattre dans 2 ans. Il se passe des choses quand même. Hein. Je sais pas. Ouais, mais tu sais, il est marié bientôt avec une meuf qui a la moitié de son âge. Ça maintient la jeunesse. Hein. Ça, un peu le soleil de Miami, il va se baigner tous les jours, il plonge dans l'eau qui est devant chez lui. Tu sais, ça maintient en forme ce truc-là. Ça maintient un homme. Exactement. Donc, et Gabi Garcia qui finit médaille de bronze. Bon, médaille de bronze, la finale, en fait, la finale de 3, elle l'a pas faite parce que son adversaire était blessé. Mais pour Gabi Garcia, c'est un peu Gabi particulier Garcia, parce que j'ai pas compris son physique. elle était out of shape. Hein. Franchement, elle était était pas du revenue, tout. elle est revenue comme à l'époque, quoi. Limite en Grosse. surpoids. Ouais, Faut dire ce qui est. Alors ouais, c'est qu'il y a c'est... quelques temps, elle était archi affûtée. Ouais, mais là, elle est plus affûtée, là. En plus, elle nous a gratifié d'un stream qui dépassait, là, c'était très dur à voir, ça aussi. Elle avait pas un legging à sa taille. Il y en a beaucoup qui en ont parlé. J'aurais dû le mettre dans les points négatifs, ça, pour le coup. Non, elle avait, dans sa demi-finale, donc où elle perd, d'ailleurs, magnifiquement, c'est très stratégique. En ce moment, en fait, elle perd à chaque fois sur une amenée au sol, de ses adversaires. Là, c'était, je sais plus comment elle s'appelle, son adversaire, mais elle lui a fait un arm drag en barrage, et puis elle l'amène au sol et elle marque ses points, et puis derrière, je crois qu'elle va lui chercher le dos. Enfin bon, ouais, je crois que c'est ça. Où elle lui passe la garde. Enfin bon, bref, j'ai plus la scène exacte, parce qu'en plus, ça se passait à l'extérieur du tapis, donc dans l'ombre, tu sais, parce que ça fait pas dans le champ de vision. Voilà, pas dans le champ de vision. Mais en tout cas, elle marque ses points comme ça sur une amenée au sol, et elle se fait souvent battre de cette manière-là. En fait, les filles ont un peu compris le système avec Gabi Garcia, quoi. Donc, et puis elle commence à être fatiguée, elle réagit beaucoup moins bien aussi, hein, tu vois, elle commence à être âgée. Mais bon, elle était encore là, et ça fait partie des murs de la DCC, hein. C'est une multiple championne de la DCC, donc c'est clair. donc voilà. C'est clair, et puis comme chez les filles, il y a beaucoup moins de combattantes aussi. C'est logique qu'elle va rester là encore un moment si elle veut. Hein.
Moi, si elle veut, elle peut. Si elle veut, elle peut. En tout cas, là, elle prend encore une médaille de bronze dans cette ADCC. L'autre truc que j'ai bien aimé, c'est justement cette transition. On a parlé des anciens, mais c'est aussi il y a toute une nouvelle vague de jeunes là qui sont ultra chauds, ultra stratégiques, ultra techniques, un cardio de feu. Enfin bon, les mecs ils sont ouf. Que ça soit Mika Galvao, que ça soit les frères Viotolo, que ça soit Diogo Reis. Tu vois, tous ces mecs-là, d'ailleurs Diogo Reis, qu'on appelle Baby Shark, et un petit big up au mec qui a quand même chanté la chanson dans le public. Baby Shark, ça c'était très drôle. Ça dans la tête. Et Cadrio Tolo qui remporte sa KT et qui devient le plus jeune champion de l'histoire de la DCC. Il devient le plus jeune champion de l'histoire de la DCC en soumettant tous ses adversaires. Ce record s'était détenu par Rafa Mendes, je crois. Rafael Mendes, exactement. Ouais. Donc quel âge, 19 ans qui avait, il a 19 ans. Il a 19 ans, de CAD. Ouais. Et en soumettant tout le monde, comme tu dis. C'est ouf. En soumettant tout le monde. Donc là, c'est ouf. C'est ouf ce qui s'est passé. Le mec était en feu, vraiment, pour le coup. Il commence par soumettre Lachlan Giles par Juji. C'est Lachlan Giles qui inverse sa garde. Il pousse les hanches, il prend le bras, il attaque le Juji. Enfin bon, et il finit avec Mika Galvao. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que donc là, j'ai cité ces 3 noms-là. Il y en a d'autres, hein. Mais sur les 3 noms, t'as Mika Galvao qui fait deuxième. T'as donc les frères Ruotolo. T'en as un qui fait donc premier et l'autre qui fait troisième à l'absolute. Tu vois, taille. Ouais. Et t'as Diogo Reyes qui fait vainqueur des moins de 66. Donc pour montrer que la page elle se tourne, mais elle se tourne aussi correctement, tu vois, c'est-à-dire avec des jeunes qui vraiment ont performé sur cette ADCC et qui ont montré vraiment une maturité déjà pour leur jeune âge qui est extraordinaire. Une maturité, ouais, mais ça fait combien de temps qu'ils combattent aussi? C'est des jeunes finalement qui ont plus d'expérience que certains adultes. Ouais, peut-être pas à la DCC quand même. Non, pas la DCC, mais en tout cas, à haut niveau, ça fait des années qu'ils combattent. Ouais, bien sûr. Bah, quoique, tu vois, Mika Galvao, ça fait pas si longtemps que ça qu'il a. Non, ouais, on entend parler de lui, tu vois. Ouais. Parce que lui, justement, et c'est là où c'est ce que j'ai dit à ma femme, en fait, quand j'ai vu que Cadrio et Mika Galvao avaient gagné respectivement leur demi-finale. J'ai dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, le record du plus jeune vainqueur, il tombe. Il va tomber. Parce que les deux, de toute façon, je crois que Galvao est un peu plus jeune que Ruotolo, que Cade. Donc voilà. Mais là aussi, attends, tu prends Mika Galvao qui est un monstre technique, qui se prend cette kimura de cheville de Cade Ruotolo, mais c'est magnifique. D'ailleurs, je crois que son genou pète. J'ai revu, tu sais, c'est comme ça qu'il extrait sur Flowgrap. En fait, il se fait attaquer la jambe, je crois. Ça va très très vite. Il se fait attaquer la jambe par justement Galvao. Et il en profite pour prendre la kimura de cheville, mais tu sais, avec la jambe un peu tendue. Tu sais. Et quand la jambe elle est tendue sur une kimura de cheville, c'est le genou qui pète. C'est limite une clé de talon, ouais. C'est limite une clé de talon. Ouais, je vois, parce que je l'ai déjà prise. Et c'est vrai que souvent sur la kimura de cheville, le genou vrille aussi. Hein. Bah si la jambe elle est tendue, ouais. Nous on avait Missip au club qui faisait beaucoup ça, tu sais. C'était le genou qui pétait. Et là pour le coup, je crois bien qu'il doit être bien blessé parce que si t'écoutes bien, t'entends ce petit bruit significatif, tu sais, du ligament qui pète. Donc ouais non, c'était très bien fait, très très bien fait pour le coup. Puis quand tu vois comment il tape en plus, la douleur elle était intense. Hein. Donc une machine. Tu prends donc Diogo Reyes, le mec. Pareil, enfin techniquement, stratégiquement, c'était parfait quoi. Le mec il a été jusqu'à sa finale, il gagne sa catégorie, mais fabuleux. Le gamin, il a une voix, on dirait, c'est marrant, c'était Hugo, tu sais, de la Z-Team qui dit putain, il a la voix d'un des chiens dans la patte patrouille, tu sais, de Ruben, je crois qu'il a la voix des chiens de Ruben dans la patte patrouille, tellement sa voix, tu sais, elle fait une voix d'enfant quoi. Mais bon, le mec à côté de ça, c'est un tueur à gages. Et Tai Ruotolo qui lui performe donc sur l'absolute et qui sort quand même voilà Philippe Pena qui est en plus de 99 kilos. C'est ouf. C'est ouf et avec une stratégie de dingue, avec une envie de gagner de dingue
comment dire, il vient, comment je pourrais dire ça, enfin, tu vois, il aurait pu se faire prendre le dos à un moment, mais il donne tout pour pas que ça arrive. Il arrive à amener Pena au sol. Donc, non, les mecs sont extraordinaires. Donc, la jeune génération, elle est ouf. Ah, elle va faire mal. C'est ça. Et il prend la médaille de bronze, donc, de l'absolute. Donc, sacré week-end pour les deux frères. Autre belle performance, c'est Bodoni. Le mec, personne ne savait qui il était, ce type-là. Un mec de la New Wave, donc ce qui montre encore une fois que Danaher, il est capable de former des mecs qui peuvent performer au plus haut niveau, peu importe où il sera. Parce que là, il est parti, il est au Texas, et bah, il va former encore des mecs chauds. Très très chauds. Donc là, Bodoni, il finit donc champion. Donc il sort de nulle part, il fait champion en moins de 88. Donc c'est vraiment impressionnant. Et puis champion, lui, c'est pas le de mec n'importe quelle manière. Il avait gagné les trials, c'est ça? Oui, bah de toute façon, comme il est pas connu, de toute façon, il y a peu de chances qu'il se soit fait inviter. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a gagné les trials. Et donc il sort tout le monde, quoi. Il sort tout le monde et avec la manière. C'est franchement pour le coup sacré combattant. Voilà, j'ai hâte de le voir. Lui, je vais un peu plus me pencher sur lui parce que pour le coup, il est exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Et l'autre dernier point, le dernier des derniers qui m'a impressionné, c'est encore une fois, c'est Gordon Ryan, quoi, qui survole, en plus du super fight, il survole sa KT des 99 kilos avec la soumission la plus rapide de la DCC, 11 secondes en demi-finale contre Souza. Il vient, il s'assoit, ouais, 11 secondes. Il vient, il est debout, il tire la garde et il prend la jambe et il clé de talon. Salut. Enfin vraiment, 11 secondes. Il gagne premier combat par soumission, deuxième combat contre Victor Hugo, il ne gagne pas par soumission mais il survole Victor Hugo. D'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, on parlait tout à l'heure des échanges sur les réseaux sociaux où les gens disaient t'as pas soumis, ouais, mais au final quand tu vois le combat il a pas soumis. Tu vois, on en avait parlé juste avant. Ce qui est intéressant, c'est que on disait justement qu'il faisait plus du tout de clé de talon. Oui. Et là il les a remis, donc on voit Exactement. qu'il a rien perdu sur ce jeu là. Non. Et il les a remis alors soit pour soumettre, soit pour comme on l'a dit avec Galvao, pour attaquer le dos. En tout cas ça lui a permis d'attaquer pour attaquer le dos, en tout cas pour tout part de la clé de talon. C'est ça. Enfin pour attaquer le dos ou au moins charger l'adversaire, se relever avec lui. Du jeu en tout cas, mais tout part de la clé de talon. Ouais, non, c'est vrai. Et franchement, c'est très intelligent de faire ça d'ailleurs, parce que personne ne s'attendait à ça. En fait, il a rajouté dans son arsenal ce qu'il faisait avant, mais là où il faisait que ça avant, là en fait, il a rajouté ça à tout ce qu'il fait en position montée, tout ce qu'il fait du dos, quoi. Ouais. Donc ouais, non, c'est impressionnant. Et donc effectivement, demi-finale 11 secondes, et après la finale contre Nicky Rod, où moi je me disais avant, je disais attention, faites gaffe, parce que pour le coup c'est peut-être le mec qui a les armes pour battre Gordon Ryan, parce qu'il a le physique, parce qu'il a la souplesse, parce qu'il le connaît, parce qu'il s'est entraîné avec lui, parce que voilà. Et ben putain, ça a pas fait un pli. Enfin, il vient, donc il lui donne sa jambe pour que lui l'amène, il le fauche, ok. Et puis après il vient, donc alors ça dure un peu plus longtemps que le combat précédent, tu vois, mais finit par attaquer la clé de talon. Il s'enroule autour de la jambe de l'adversaire. Il est un peu en Kiss of Dragon, tu sais, où il est, tu vois, il s'enroule sur les jambes de Nicky Rod. Mais quand il prend la clé de talon, il la prend en fait d'une manière où il a bloqué les deux jambes de Rod et qui fait un verbal tap, quoi, qui comprend tout de suite que c'est fini. Dès qu'il a placé le bras au talon, il tape, ça y est, je peux plus sortir, quoi. Il pouvait plus sortir. Le mec, il a été spectateur de sa défaite. Enfin, juste avant, il venait de sortir Philippe Pena. Non, mais c'est vrai, juste avant, il a sorti Philippe Pena, il a fait une sacrée compétition, tu vois. Nicky Rod, il a fait une vraie belle compétition. Et là, il a... Non, trop. L'aura de Gordon Ryan, enfin, je crois qu'il y a ça aussi, tu sais, cette aura, un peu comme on disait tout à l'heure en parlant de McGregor, tu sais, jusqu'à ce qu'il perde, véritablement, et encore même après. Enfin, il y a ce truc où quand tu l'affrontes, tu te dis, putain, j'affronte Gordon Ryan, quoi. Et je pense que ça joue psychologiquement. Bien sûr qu'il y a ça, parce que ça fait combien de temps qu'il a pas perdu, Gordon Ryan? Ça fait très longtemps. La dernière fois qu'il a perdu, c'était contre Pena, et c'était à la DCC précédent, je crois. Non. C'était encore à la DCC d'avant.
Oui, puisque ça c'était en finale de l'Absolute où il avait perdu en se faisant prendre le dos. Donc c'était il y a, donc, si je dis pas de bêtises, le dernier ADCT c'était il y a 3 ans, donc il y a 5 ans. Donc ça fait 5 ans que le mec il est là, qu'il gagne tous ses combats, qu'il annonce même comment il va soumettre ses adversaires. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc oui, effectivement, t'as cette aura autour de lui. Mais bon, pour moi, en tout cas, c'était quelque chose de très positif de voir ça, quoi. Et puis de voir que c'était aussi le premier à faire ça, à faire Sakate et le super fight, quoi. Ouais. Tu vois. C'est ouf. Au risque de s'épuiser et de contre-performer. Mais au final, le mec, il a tellement survolé que rien du tout, quoi. Il est pas fatigué. Il sort de sa compétition. Je pense qu'il aurait pu effectivement faire et l'absolute en plus, quoi. Et ça aurait pas fait ça lui aurait pas posé plus de problèmes, quoi. Donc, et tout ça le même jour, parce que, enfin, tu vois, il fait quand même sa demi-finale finale. Bon, après, c'est des combats qui durent 11 secondes et peut-être 2 ou 3 minutes, tu vois, donc, ouais, c'est pas grave, mais bon, il fait demi-finale finale plus absolute, plus super fight. Donc, non, c'est impressionnant. Et c'est justement parce que c'est impressionnant qu'on va pouvoir passer au dernier pavé de ce podcast qui est la transition magnifique. Est-ce que Gordon Ryan est le GOAT? En fait, maintenant, est-ce qu'on peut parler de GOAT? En fait, j'ai vu beaucoup tourner sur les réseaux sociaux, notamment avec Babiche, qui disait que pour lui, en fait, c'était toujours pas le GOAT, que pour lui, ça restait justement Galvao, qui avait une carrière qui était beaucoup plus fournie, qui avait gagné beaucoup plus de choses, qui avait créé une académie qui performait, enfin tu vois, avec des champions dedans. Maintenant, attends, juste un truc. Quand on parle de GOAT, on parle de quoi là? On parle d'ADCC, on parle de Nogi en général, on parle de quoi? Quand on parle de GOAT, on parle de Nogi. Je pense qu'on parle sur le général, tu vois. Non, si on parle ADCC, pour moi, Gordon Ryan, c'est le meilleur. Là, il n'y a pas photo. Peu importe qui, quoi, comment, le mec, il a gagné dans 3 catégories différentes, parce que il y a ça aussi, hein. Il gagne dans 3 catégories différentes. Il gagne l'absolute. Avant ça, il avait déjà été médaillé. Enfin, tu sais, il avait fait. Il a toujours été médaillé. En tout cas, il a toujours fait un podium. Est-ce que tu sais combien de fois Galvao gagne la DCC? Je parle pas des super fights. Hein. Il gagne une seule fois. En fait, il fait sa KT plus l'absolute. Ok. Et derrière, attends. Après, il est sur les super fights. J'ai sa fiche. Est-ce que je peux zoomer? Non. Attends. ADCC Super Fight Winner en 2013, 2015, 2017. ADCC champion dans KT Absolute en 2011. Donc voilà. Donc en fait, Galvao, il gagne une fois en 2011, KT Absolute. Et après, derrière, il fait. Et après, il fait 2013, 2015 et 2017. Et 2019. Et ils l'ont pas mis d'ailleurs sur la fiche. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, et 2019, il gagne les Super Fight. C'est lui qui a le record de victoire en Super Fight. Pour l'instant, oui. C'est lui qui a le record de victoire en Super Fight. Mais bon, en soi, il gagne sa KT qu'une fois. Il gagne sa KT qu'une fois, l'absolute une fois. Et là, donc Gordon Ryan, lui, il gagne. Donc il avait déjà fait les podiums. Il fait donc 3 fois. Il gagne donc 3 catégories différentes. Il fait donc la première année, il fait l'année où il perd contre Pena, justement, il fait médaille d'argent en absolute. Et la dernière fois, il gagne l'absolute, ce qui lui permet de faire le super fight là et de gagner aussi en plus de 99 kilos. Donc il a fait plus de 99, moins de 99 et moins de 88, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Donc voilà, c'est impressionnant. Bah attends, c'est pas si mes souvenirs sont bons de toute façon. ADCC, ah non, ils mettent pas les catégories de poids. Bon, bref. Donc en 2017, en 2019, il gagne la DCC. Et en 2019, il fait KT plus absolute. Il fait deuxième à la DCC en 2017. Et je crois que c'est, je sais plus si c'est pas la 2017. Il gagne sa KT et il fait deuxième en absolute, je crois. Oui, c'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. C'est l'absolute où il fait deuxième. Donc 2017, il fait deuxième en absolute, il gagne sa KT. 2019, il fait KT plus absolute. Et là, donc il fait KT plus super fight. Donc voilà. Donc pour moi, en plus avec un ratio de soumission, enfin tu vois, des chiffres de concurrence aussi, tu vois. Donc alors juste, j'ai pris quelques chiffres. Donc là, effectivement, si on parle de la DCC, pour moi, il y a pas photo. Il y a peu, ouais.
Il n'y a pas photo. Après, il faudra voir sur les super fights, tu vois, comment on peut lui laisser peut-être. On peut encore dire que ça peut être Galvao et puis laisser Gordon Ryan faire gagner un ou deux super fights pour voir si voilà. Mais bon. Pardon. Si on prend les chiffres statistiques de BJJ Heroes, on a donc Gordon Ryan qui a fait 92 victoires pour 76 soumissions et 5 défaites. D'accord. Donc voilà. Et Galvao lui fait 157 victoires, ça, forcément sa carrière est plus longue, pour 27 défaites. Et je crois qu'il est, j'ai pas noté, mais je crois qu'il a 72 soumissions. Donc en gros, pour 60 ou 60, ouais, plus de 60 combats d'écart, Gordon Ryan a soumis. Il a même plus soumis. Il a soumis plus de fois. Il a soumis plus de fois. Donc après, parlons du GOAT. Qu'est-ce qu'on entend par le GOAT aussi, tu vois? Qu'est-ce qu'on met dedans? Quels sont les critères pour que... Moi, Oui, en fait, je veux bien tu tout vois, entendre. pour moi le critère de son académie, etc., ça rentre pas du tout en compte. Pour moi, ça rentre pas du tout en compte. Moi, ça peut. Ouais, bah, moi, non. Toi, Pour moi, je parle tu vois que la uniquement du performance combattant. sportive. Que la Ouais. performance sportive, bah oui. Ouais, mais quand tu parles du GOAT, tu parles aussi de ce que t'apportes à la discipline, tu vois. Et quand tu mènes une académie, que tu crées une académie et qu'elle fait première un nombre incalculable de fois sur les Worlds, que tu sors des champions comme Barbosa, comme justement les frères Yotolo, comme Josh Ouais, mais Singer, comme non, ça me regarde pas, ça. Enfin, moi, perso, et on en avait parlé quand on avait fait notre classement des GOAT en MMA, où justement, on s'était dit, est-ce qu'on met Connor? Parce que pour ce qu'il a apporté, il fait double champion, c'est le premier, nanana. Mais non, c'est pas, il est loin d'être un GOAT, tu vois. Et pourtant, c'est celui qui a apporté le plus au truc. Non, non, moi, je oui, reste sur la mais performance uniquement sportive. oui, mais Connor, il y a le fait que, tu sais, il y a des éléments qui ont fait qu'il était pas. Honnêtement, Conor McGregor, si tu viens et que tu lui dis, juste pour faire une digression vite fait, et que tu le fais défendre sa ceinture, tu sais, qu'il garde son invincibilité, entre guillemets, que il continue à performer, ou même sans garder son invincibilité, mais qu'il continue à performer et pas à perdre comme ça s'est passé les dernières fois, tu peux le mettre GOAT en rajoutant le fait que justement il est apporté un truc énorme à la discipline en la mettant en lumière. Parce que là, Gordon Ryan, ça veut dire que tu prends pas en compte aussi le fait qu'il ait mis en lumière la discipline du grappling. Tu sais, Non, qu'il a fait passer la discipline du grappling à un autre level, tu vois. C'est vraiment pour non, le je coup. calcule pas ça. Enfin, Donc toi, moi, après, c'est ma vision. c'est que la performance. Non, moi je pense que ça fait partie aussi de l'accomplissement de quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire de son travail. Enfin, tu vois, d'être un bon coach, c'est en plus d'être un bon combattant, je pense que c'est, tu vois, la transmission que tu fais derrière, pour moi, c'est ça qui fait aussi que tu peux être un bon, le GOAT, tu vois, entre guillemets. Parce que tu sais, comment dire, c'est, qu'est-ce qui fait que tu es le GOAT? C'est ce que t'apportes à la discipline aussi. Moi, pour moi, c'est ce que t'apportes à la discipline au travers de tes victoires. Parce que pourquoi? C'est ta dominance, mais ta dominance pourquoi? Parce que t'as la technique pour, t'as la stratégie pour, parce que t'as tous ces trucs-là. Donc les gens vont s'inspirer de toi. Les gens Mm. s'inspirent du GOAT, tu vois. Et ben là, tu peux t'inspirer aussi du fait que justement il soit, comment dire, il ait créé une académie avec une formule qui fonctionne, tu vois, sur un grand nombre de combattants. Ouais. Tu vois, Ouais. là, par exemple, Gordon Ryan, bon, c'est Danaher qui donne les cours, mais t'as la New Wave, tu vois. Et tu sais qu'il prend en charge aussi, aussi des mecs, tu vois ce que je veux dire. Il fait partie aussi des coachs, même s'il s'entraîne, il fait aussi partie des coachs de la New Wave. Donc, donc c'est pareil, tu vois. Clairement, lui, au travers de ses DVD, au travers de ses stages, au travers de tous ces C'est ça trucs-là, de ce qu'il aussi. apporte, Ces DVD, c'est. Bah, tu vois. ouais, plus d'Anaer peut-être. Ouais, plus d'Anaer. Mais Ah, moi, mais je lui sais aussi, pas. par la même occasion. Ouais, ouais, lui aussi, ces DVD, ouais, ils sont intéressants. Ouais. Donc, donc ouais.
Moi, je peux le mettre en ligne de compte. Bon, après, voilà. Bon, même que tu le prennes ou que tu le prennes pas, après, il y a les performances sportives. Toi, tu te bases que sur les performances sportives. Donc, là, moi, il y a deux critères. C'est effectivement le nombre de médailles et de titres d'importance que tu vas ramener. Dans ce cas-là, si tu te bases là-dessus, effectivement, Galvao, ça reste le GOAT. Parce que, en parlant de titres d'importance. Après, il y a ta dominance. Tu vois, à quel point tu vas dominer la discipline. Et là, même si Galvao, il a dominé, quand même, en termes de facilité. Je mettrais Gordon Ryan, tu vois. Parce que, en termes de médailles, si en termes de titres, l'affiche est pas du tout la même. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends Galvao, c'est donc ADCC, je reprends BJJ Heroes. ADCC Super Fight Winner en 2013, 2015, 2017. Première place ADCC World en 2011, KT Absolute. Première place IBJJF World en 2005, 2008, 2014 il fait KT Absolute, 2016, 2017. Première place IBJJ, alors au PAN. En 2005, 2008, il fait KT Absolute, 2006, 2011, 2013, 2014 KT Absolute, 2016. En Ogi, hein. Non, tout confondu. Confondu. Ouais, ils font pas la distinction. Là, c'est complètement différent après. Première place CBJJO World Cup en 2006. Première place IBJF Europe aux Europes en KT Absolute en 2015. CBJJE World Championship en 2008. Il a fait la première place aussi à l'Ultimate Absolute New York en 2011. Il fait deuxième à la DCC en 2009, deuxième à l'UAF Abu Dhabi Pro en 2012, KT Absolute, 2016, troisième au PAN en 2016, KT Absolute, troisième au World en 2008 et en 2013, enfin 2008 KT Absolute, et troisième à la DCC World en 2007, KT et Absolute. Donc bon, après il a l'ancienneté pour lui. Mais c'est quand même des tournois de prestige, entre guillemets, tu vois. Après que ça soit Ogi ou Nogi. Non, mais tu vois. Ça change quand même, hein. Gordon Ryan, il pourrait faire tous les ans les Worlds, tu vois, par exemple. Je te lis la fiche, en fait, je crois qu'on prend pas conscience, tu vois. Il a la ceinture en 2022, là, du WNO. Alors c'est bien, mais bon, ça reste le WNO, quoi. Ouais. Il fait première place à la DCC, donc en 2017, en 2019, il fait KT Absolute. Première place au World Nogi Championship en 2018, KT Absolute. Donc en 2018 seulement. En 2018 aussi, il fait les PAN. En fait, 2018, c'est l'année où il a fait le Grand Chelem. KT Absolute. En 2018, il fait le quintet, il gagne. Et après, c'est EBI. Alors après, c'est des premières places, mais c'est champion EBI en 2016, 2016, 2017, 2017. Au Kinectit en 2019. Au grappling, après c'est le grappling industry, tu vois, 2017-2016, KT Absolute. Ouais, c'est deuxième compète, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc et après c'est dans les autres couleurs, mais bon là on va parler qu'en black belt, tu vois. Donc quand tu vois ça, quand tu regardes ça, tu te dis effectivement, il y a pas match, en termes de qualité de compétition, en termes de performance et de palmarès, de longévité surtout. Et de longévité. Ça rentre aussi en compte pour être considéré comme le GOAT, la longévité. Mais c'est ça. Si tu prends que ce critère-là, Galvao, tous les jours, c'est le GOAT. Le mec, il a tout gagné sur plusieurs années. Il a fait des premières places sur des compétitions de prestige, sur les Worlds, sur les PAN, sur tous ces trucs-là, tu vois. Donc là où effectivement, Gordon Ryan, il a fait un grand chelem en 2018. Et puis derrière, pas grand chose, quoi. Après, il a eu ses problèmes de santé et tout ça. Mais oui, je peux comprendre qu'on puisse dire que non, c'est pas encore le moment. Dit comme ça, ouais. Ouais, pour dire que Gordon Ryan serait le GOAT. Tu vois. Après, le fait que Gordon Ryan ait battu Galvao. On va pas dire le GOAT, mais on va peut-être dire l'athlète le plus dominant qu'on ait vu. C'est le plus dominant qu'on ait vu, je crois. Hein. Ouais, c'est-à-dire que peu importe qui il a en face, il va performer, il va gagner avec la manière. En plus, le truc que j'adore avec lui, c'est que quand les personnes contre qui il a perdu, en fait, il s'est mis comme objectif de les réaffronter pour gagner, quoi. Le seul avec qui il pourra pas le faire, malheureusement, et paix à son âme, c'est contre Leandro Lo.
Mais sinon pour tout le reste, il a lavé les affronts, quoi. Tu vois, tu perds une fois, bah c'est pas grave, je vais te raffronter, je vais gagner. Tu vois, il se cache derrière personne et derrière rien. Ça, si c'est bien un truc, par contre, qu'on peut retrouver entre Galvao et Gordon Ryan. Et c'est pour ça que le passage de flambeau, je l'aime bien. Tu vois, là, c'est comme s'il y avait eu un passage de flambeau sur sur ce super fight. C'est que vraiment, les deux, ils se cachent derrière personne et derrière rien, quoi. Ils affrontent tout et tout le monde tout le temps. Guerrier, hein. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Peu importe le poids. Enfin, tu vois, peu importe ce qui se passe en face de toi. Peu importe le poids, le mec, il va t'affronter. Donc voilà. Donc effectivement, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, mais pour l'instant, on peut pas parler de GOAT pour Gordon Ryan. Ne serait-ce que si on met en compétition Galvao et seulement Galvao et Ryan, parce qu'après peut-être qu'il y en aurait d'autres qu'on pourrait mettre, tu vois, genre les Roger Gracie, les mecs comme ça, tu sais, pour être dans la discussion. Là, on fait pas la discussion de qui est le GOAT, non, ouais. mais je pars sur la discussion qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Et effectivement, aujourd'hui, moi, je suis d'accord avec Babiche. On peut pas dire encore que c'est le GOAT. Non. Maintenant, c'est le meilleur actuel. Ouais. Aujourd'hui, c'est le meilleur actuel. Et de très loin, et c'est sûrement celui qui sera à terme, s'il continue comme ça, le GOAT. Mais ça serait bien de le revoir quand même sur du circuit BJJF, de le voir performer, pas forcément en gi, mais même en nogi, qui reste en nogi, ça me pose pas de problème. Moi, tu sais, après tu fais ton choix. Enfin, il y a pas ce dictat de se dire si t'as pas gagné en kimono, t'es qu'une merde, tu vois. Non, c'est son style, c'est le nogi, son style, c'est le nogi, tu vois. Hein. Donc après, c'est aux autres de gagner dans la discipline, tu vois. Mais après, on pourrait dire qu'effectivement, ce serait le GOAT du nogi et pas le GOAT du JJB. Pourquoi pas? Ça, je l'entends parfaitement. Mais oui, bien sûr. De toute façon, tu précises ça, évidemment. Mais effectivement. Non, pas encore, ouais. Ouais. Donc c'est pour ça, mais c'est pas encore le cas. Ça le sera sûrement, mais c'est pas encore le cas. Donc pour moi, quels que soient les critères en fait, et peu importe dans quel sens tu retournes le truc, en fait, de prime abord comme ça, quand on te le dit, tu te dis bah ouais, Gordon Ryan, effectivement là, il a. Ouais, mais après, c'est vrai que quand on parle de GOAT, et on avait eu exactement la même réflexion sur le MMA, c'est que tu penses à l'instant T et t'oublies le passé. C'est ça. T'oublies ce qui s'est passé avant, la durée des règnes qu'il y a eu, l'adversité que les autres ont eu, tu vois que l'instant T. Et donc c'est vrai que quand tu vois Gordon Ryan dominer tout le monde aussi facilement, tu te dis automatiquement ouais, c'est le meilleur de tous les temps. Mais attendons de voir sur la durée. Parce que c'est pas dit que d'ici un an ou deux, les gens ne trouvent pas une solution. Ouais, il y a un autre mec qui sort. De toute façon, on voit maintenant l'explosion, ça va trop vite en fait. C'est un truc de fou. Ouais. On voit en l'espace de 1 ou 2 ans, il y a un mec qui peut sortir de nulle part, un lutteur, un truc un Bodoni là qui sort de nulle part et qui gagne sa catégorie. C'est ouf, c'est ouf. Mais comme j'ai envie de te dire, un Craig Jones qui quand il a fait son premier ADCC, qui sort Leandrolo par exemple sur étranglement, tu vois. Ouais. T'as des mecs comme ça qui vont débarquer et puis voilà, il y a des viviers, c'est loin d'être fini, donc on peut pas savoir. De toute façon, il va perdre. Le grappling, c'est pas un sport où tu ne perds jamais, tu vois. Je pense qu'on va le voir perdre. Alors, pas forcément tout de suite, hein, mais ça arrivera un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, on verra aussi comment il réagit, parce que ça fait trop longtemps qu'il a pas perdu. Là. Ouais, mais le truc, c'est que le mec, il est assez intelligent pour pas s'enflammer, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai en plus, il réagit bien à la défaite. Non, mais il réagit bien à la défaite et puis il réagit bien à la victoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas le genre de mec qui se repose sur ses lauriers en se disant putain, je suis le meilleur et voilà, et j'ai pas besoin de bosser parce que je suis le meilleur, tu vois. Non, le mec, il est le meilleur et il bosse. Il veut te le prouver à chaque fois en plus. Et oui. Et il sort toujours avec des nouveaux skills. Tu vois, une nouvelle soumission, un nouveau passage, un nouveau détail qui va faire qu'il sera encore plus efficace. C'est vrai qu'il est toujours à fond, hein. Que ce soit contre une star ou contre un mec moins connu, il est toujours affûté, toujours prêt. C'est ça. Il laisse pas la place aux... Il prend pas des combats à la légère. Il y a pas de. En fait, tu sens qu'il aime ça. En fait, c'est tout. Ouais. Il est vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, il est passionné par ça. Il est passionné par découvrir des nouvelles choses. Tu sens qu'il est dans la recherche. Et puis t'as Danaher qui le pousse en plus derrière, donc. Ouais. Donc futur GOAT, sûrement. Ouais. Aujourd'hui, par contre, c'est pas encore le cas. Donc fin du débat, les amis. Si jamais vous avez débattu sur Internet et que voilà, à la lumière de ces chiffres qui sont parlants et de ce palmarès, y a pas photo. Y a pas débat justement. Donc, mais bon, on verra par la suite et je pense que si ça continue comme ça, oui, là on pourra clairement le mettre dans la discussion des GOAT
Mais plus. Bon, en plus, si avec le critère où tu rajoutes ce qu'il a apporté à la discipline, toi tu veux pas le mettre, mais moi je le mets quand même. Et là, pour le coup, c'est incontestable. C'est incontestable. C'est lui qui a mis en lumière la discipline. Là, les gens parlent de Gordon Ryan, alors qu'il y a pas si longtemps que ça, ils savaient même pas ce que c'était que le jiu-jitsu brésilien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Attends, il y a eu un podcast sur RMC Fighter Club, juste parce que il y a Gordon Ryan. Ils ont fait un podcast là sur la DCC, ils l'auraient jamais abordé. Ils ont parlé du super fight juste parce qu'il y a Gordon Ryan et que les mecs sont complètement fans de ce C'est une superstar. Bah ouais. C'est ça. Tu l'aimes ou tu le détestes, mais il te laisse pas indifférent. Donc pour le coup, ouais, c'est impressionnant. C'est un mec qui va mettre en lumière notre discipline et rien que pour ça déjà, on le remercie. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tu vois. C'est grâce à ça que des gens vont pouvoir vivre de cette discipline. C'est grâce à des mecs comme ça. Donc et surtout grâce à lui. Donc voilà. En tout cas, c'était magnifique. La DCC, parfait. Je regrette pas le manque de sommeil. Pour le coup, je ne regrette pas le manque de sommeil du tout. J'ai hâte d'être dans 2 ans et de encore manquer de sommeil dans 2 ans. Parce que franchement, vu ce qu'on a vu là et vu l'évolution qu'il va y avoir encore, j'ai hâte de voir les Mika Galvao, j'ai hâte de voir les frères Ryotolo, j'ai hâte de revoir toute cette jeunesse là. Qui ont encore pris plus d'expérience, plus de niveau. Plus de gab aussi. Ouais. Mais tu sais, non mais c'est. Dans d'autres KT, ça se trouve. Ils seront peut-être dans d'autres KT, mais les mecs seront monstrueux parce que tu vois les frères Tolo déjà ils ont déjà pris du volume, mais ça va être encore pire bientôt. Donc ouais, non, ça va être extraordinaire. Bon, je pense qu'il y en a certains qu'on verra plus, tu sais, dans les anciens. C'est vraiment là, on va avoir une nouvelle génération. Ouais. J'ai hâte de voir aussi les nouvelles têtes qui vont sortir. Tu sais, ce qui va sortir de la New Wave, ce qui va sortir de la B-Team, de ce qui va sortir de toutes les nouvelles teams aussi qui se créent, tu vois, au fur et à mesure du temps. Donc ouais, non, c'est très excitant, vraiment très excitant. On a un sport qui est fabuleux et franchement je le kiffe. Peut-être qu'on aura un Français. Peut-être qu'on aura un Français. J'espère qu'on aura un Français, un Anthony De Oliveira peut-être, tu sais. Donc c'est possible. Hein. Donc ça viendra peut-être à Nicolas Filipponi qui était pas loin de se qualifier, tu vois. Donc qui va continuer à s'entraîner et tout ça. Donc ouais, non, il y a peut-être un mec qui va sortir de nulle part. De nulle part, ouais. Ah ouais, peut-être toi, je sais pas. Non, nous deux, on va rester nulle part. Nous, on va rester en train de faire notre petit podcast. On va juste commenter les autres, c'est tout. Ça suffira. Non, mais en tout cas, non, c'est génial. J'aime ma discipline, je kiffe ça. Et ça me fait plaisir de pouvoir faire un podcast qui parle de ça. Parce qu'on parle que de MMA là ces derniers temps parce que voilà, c'est plus facile, il y a plus d'actualité. Mais là, ça me fait tellement plaisir de faire un podcast sur le JJB. Donc j'espère que vous avez kiffé autant que nous et que ceux qui nous suivent aussi à l'origine pour le JJB, j'espère que vous aurez kiffé cet épisode. J'espère qu'on n'aura pas été trop ennuyeux, qu'on n'aura pas été trop en longueur parce qu'on est déjà 1h40 de podcast. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais bon, en tout cas, pensez à vous abonner, pensez à commenter, pensez à liker, pensez à partager, que ça soit partout, les 5 étoiles sur Spotify, que ça soit sur YouTube, partout. Si vous aimez, voilà, si vous aimez, allez-y, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. On vous kiffe, les commentaires ils sont toujours positifs, franchement, ouais, les commentaires, même sur Facebook. Ouais. Surtout en fait sur YouTube, sur Facebook, ils sont mortels. C'est cool. Mais ouais, on a vraiment un public de qualité et de connaisseurs parce que franchement les débats qu'on a, ils sont positifs, ils sont vraiment toujours de qualité. Il y a jamais des trucs bêtes. Enfin bon, même si voilà, il peut y avoir des gens qui ont plus ou moins de connaissances, mais c'est toujours constructif. Franchement, je kiffe de ouf débattre avec vous et donc voilà, enfin vraiment c'est top. Merci à tous. On a fait le tour. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Ciao!